Fred Savard avec vous pour un nouvel épisode de la balado. Encore sous le choc de l'entrevue que je vais vous présenter. Sous le choc, c'est un bon choc, on s'entend, là. C'est Yvon Rivard qui publiait récemment son dernier essai. Yvon Rivard est déjà venu à la balado. Je pense qu'on en parle d'ailleurs au début. Je me rappelle plus si je l'ai gardé, là, mais je pense que c'est sa 3e présence. Mais là je l'avais à moi tout seul pour parler de son dernier essai. Un essai assez dense, qui ratisse large. Un essai comme je les aime parce qu'on aborde des auteurs et des autrices que souvent j'ai lu très peu ou pas du tout. Alors ça nous permet de nous y plonger grâce à l'essayiste qui nous parle de ses propres lectures et qui nous partage ses réflexions. Puis là, on va parler vraiment, on est dans l'actualité brûlante avec la montée des extrêmes, le rôle des réseaux sociaux, la structure des réseaux sociaux, la laïcité, la spiritualité, l'idée du divin. Vous allez voir, on touche à plein de sujets. On aurait pu continuer longtemps, mais ça a été une longue discussion. Puis on était tous les deux à la librairie à la fin. Et là, je vais le dire, mais je regrette de ne pas l'avoir fait, mais en même temps, c'était le moment Yvon Rivard, mais Francis Dupuis-Déry est venu s'aîner. Il était à la librairie, puis là, il était à côté en arrière, il écoutait, puis là, je me disais, hey, je l'embarque-tu dans la discussion? Mais bon, Francis Dupuis-Déry vient de publier un recueil de ses chroniques, je pense des 30 dernières années, si ma mémoire est bonne. Fait que, anyway, il va revenir, on le sait, là, mais bon, c'était vraiment, c'est ça, c'était vraiment le fun d'enregistrer cet épisode-là. C'est le retour du segment de Claudia Fioré-Leduc qui, sur l'action communautaire autonome, qui nous amène 2 femmes qui vont, vous allez voir, elles se présentent. Il y en a une de la Ligue des droits et libertés, l'autre de la Fédération québécoise du planning familial, et on va parler de plus récent, le projet de constitution, le loufoque projet de constitution, je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Et on va parler théâtre avec une entrevue que j'ai réalisée avec Debbie Lynch-White. En fait, c'est sa première pièce, première mise en scène. Ça s'appelle « L'usure de nos aurores ». Et c'est une pièce qui m'a confronté à plusieurs niveaux. On va en parler avec Debbie Lynch-White. Belle entrevue, vraiment. Puis j'espère que vous allez aller voir la pièce. C'est ça l'idée. Alors voilà, c'est le menu. C'est le menu que je vous propose aujourd'hui. Bon épisode. Comment ça va, Yvon Rivard? Ben moi, ça va très bien. Ça va très bien. On donne pas de carte ici comme à tout le monde en parle, mais vous êtes peut-être celui qui est venu le plus souvent. C'est vrai? Ben, la première fois, il y a, je pense, saison 1, donc il y a 8 ans, pour déjà? cette grande discussion sur l'éducation avec Lise Bissonnette. Oui, 8 ans déjà. Ben, c'est en 2019. Non, 7 ans. 6 ans. Mais quand même. 6 ans. Oui. OK. C'est parce que je suis rendu à saison 8. C'est mélangeant. Vous êtes venu au moins 2 fois, je pense, avec Inconvénient. Je suis venu avec Mathieu parler C'est peut-être la 3e fois. Oui, Là, ça doit être la 3e, 4e fois. Mais là, je vous ai à moi tout seul. Parce que vous venez nous parler de votre dernier essai qui s'appelle La mort, la vie, toujours recommencer. Essai sur l'au-delà de la violence. Oui. Un essai très dense, qui m'a perdu à certains endroits, mais c'est la beauté des essais. En fait, on les lit pour se perdre un peu, je pense. Exactement. C'est une bonne définition de l'essai, oui. ça. L'essai, c'est pas une dissertation, c'est comme un mouvement. Oui. C'est comme... J'ai une amie qui m'a fait un grand compliment, elle a lu les 30 premières pages, puis elle m'a dit c'est comme une symphonie. Oui. Tu mets quelque chose en place, tu le laisses, tu le reprends. Oui, c'est ça. Et ça crée quelque chose. C'est ça. Dans le meilleur des cas, ça devrait donner de la musique. Oui, mais on ne sait pas si la musique elle est dissonante, harmonique ou bon. C'est autre chose. Parce que vous écrivez très tôt dans l'essai, je vais vous citer, comment l'humanité pourra-t-elle survivre à tant de haine, à tant de violences commises en toute impunité? Ouais. Est-ce que c'est pire qu'avant? Est-ce qu'on vit dans un monde... Parce que c'est une question qui revient souvent. Oui, je sais. Et c'est une question un peu piège parce que si on dit que le monde a toujours été violent, c'est vrai. C'est la thèse de René Girard que je reprends rapidement. Au tout début, c'est que l'humain commence dans la violence parce que l'humain commence par la distance qu'instaure la raison entre lui et l'univers. Oui. Et dès l'instant où il y a cette distance, l'humain a peur de perdre sa singularité
Et c'est là qu'arrive la rivalité mimétique et la violence. Autrement dit, l'humain, dès qu'il est conscient qu'il est devant quelque chose qui n'est pas lui-même, qui est un chat, qui est un arbre, qui est l'univers et les étoiles et tout, il panique. Comme dirait Ducharme, il a peur d'être avalé. Tout m'avale. Et la violence, ça s'instaure à ce moment-là. Donc, pour résister à cette peur de disparaître dans tout m'avale, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il se regroupe sur son moi, sur la communauté proche, et il n'y a rien pour créer une communauté que d'avoir un ennemi. C'est vrai. Alors, on invente l'ennemi, le bouc émissaire, c'est tantôt le juif, tantôt l'arabe, tantôt l'itinérant, etc., l'homosexuel, bon. Et c'est la mécanique. Donc, oui, la violence, elle existe, comme dit Girard, depuis la fondation du monde. Là, il faut parler de René Girard parce que... On a tout résumé, là. Non, oui, mais attendez, parce que moi, je découvre René Girard. Ouais. On peut pas tout lire. Non, bien sûr. Bon, et là, j'apprends que dans le fond, René... En fait, je le découvre pas parce que je baigne dedans avec les réseaux sociaux. Qui est René Girard? C'est un anthropologue français qui a émigré aux États-Unis très tôt parce Dans que... les années 40, je pense, hein? 47? Oui, mais je me souviens plus. Je n'étais jamais très mais en bon. 47, il commence... Je pense en 47. Oui, mais parce que il était un peu hors norme, parce que je pense que c'est un contemporain de Lévi-Strauss. Oui. Et s'il y a une rivalité mimétique entre les deux, elle est là. Et bref, il développe une autre pensée que celle de Lévi-Strauss et il n'a pas sa place en France et puis il émigre aux États-Unis. Ça, c'est très intéressant. Petite parenthèse, les États-Unis, c'est comme la déchéance présentement, mais c'est une terre d'accueil pour les grands intellectuels européens qui ont été chassés par la Deuxième Guerre mondiale ou bien parce qu'ils sont un peu marginaux. Des intellectuels qui auraient été chassés par les États-Unis aujourd'hui. Ah ben ça, il serait même pas en fait, c'est exactement le contraire. Oui, c'est fou. Donc déjà, c'est immense, c'est quelqu'un, donc c'est d'abord un anthropologue. Son premier livre, moi je l'ai découvert il y a très longtemps parce qu'il a fait un livre extraordinaire qui s'appelle Mensonges romantiques et vérité romanesque. Alors, il a fait ce tour de force de ramener tous les romans au triangle amoureux de Dostoïevski à Stendhal. Oui, c'est ça. Tous les grands romans français. Tous les grands romans, au fond, la base du roman, c'est le triangle amoureux, la rivalité mimétique. Comme avait dit Victor Hugo un jour, qui disait, écoutez, je suis en train d'écrire un roman. Alors ses amis lui disent, oui, mais ça va être quoi le sujet? Il dit, non, je peux pas vous le dire, là, c'est mon filon à moi. Fait que là, on insiste et tu vas dire, écoutez, si vous ne le répétez pas, je vais vous dire sur quoi j'écris. C'est l'histoire d'un homme qui aime une femme, qui aime un autre homme. Fait qu'on a le désir mimétique, c'est-à-dire l'illusion, c'est de croire qu'on est le sujet du désir. On pense que c'est nous-mêmes qui avons décidé de désirer telle femme, telle voiture, telle chose. Erreur. L'objet désirable nous est toujours désigné par un médiateur. On admire... Il y avait une publicité au Québec. Tout le monde le fait, fais-le donc. Oui, c'est cassé. C'est Girard. Okay? Je pense que c'était cassé. Si je me souviens plus où c'était. Puis ensuite, il y a eu la Labatte. Donc, au fond, l'objet du désir nous est désigné par quelqu'un qu'on admire et qui aime cette personne. Alors... Le médiateur, évidemment, on l'admire. C'est pourquoi on lui donne crédit. Si lui, il admire telle femme, donc il est... Mais là, celui qu'on admire très tôt devient le rival. Alors ça, c'est Girard. Donc, c'est le premier livre de Girard que j'ai lu. Et ensuite, il a découvert... Au départ, c'est pas un croyant. C'est très, très, très étrange, cette chose-là, parce que c'est en étudiant, par exemple, la violence depuis la fondation du monde... qui voit comment fonctionnent les religions archaïques, ensuite le monothéisme, ensuite, surtout quand arrive le christianisme et tout. Et là, il découvre que, pour faire simple, pour gérer cette peur d'être avalé, les humains, ils fabriquent des fictions, ils fabriquent des choses, ils fabriquent des religions. Les religions archaïques, c'est plusieurs dieux. Et ça a un immense avantage sur le monothéisme, c'est que tu peux être en communication avec un dieu, jouer un dieu contre un autre, c'est fascinant. Et là arrive le monothéisme, c'est très différent, il n'y en a qu'un, c'est le boss, d'une certaine façon. Et première version... Ça, c'est pas bon, ça. Non, c'est pas bon. Un seul dieu, c'est pas bon. C'est un seul dieu. Un seul dieu, c'est à des avantages parce que c'est... La grande révélation pour Girard, c'est le Christ, parce que le Christ vient de déjouer toute la mise en scène de la rivalité mimétique, c'est-à-dire l'individu retrouve sa singularité en se trouvant un ennemi, la communauté se ressoude provisoirement en combattant un tiers, mais c'est un mensonge, parce que le bouc émissaire, il est toujours innocent. Mais ça fonctionne en se disant, non, c'est lui le coupable, etc.
Le Christ arrive, ça c'est la thèse de Gérard, il arrive, il bousille ça, parce que c'est la victime innocente. Tout le monde le reconnaît, même ceux qui le condamnent. Même Pilate sait qu'il est innocent. Et Jésus invite à aimer ses ennemis. Exactement. Oui. Alors, dès l'instant où le stratagème est éventé, il ne fonctionne plus. Donc, le rituel du bouc émissaire, endiguait la violence pendant un certain temps. Mais une fois qu'on sait que ça ne marche plus, qu'est-ce qu'on fait? La violence n'a pas disparu. La violence n'est pas disparue, puis on s'est privé des rites qui nous... Et le Christ qui bousille, en fait, ce beau rite qui fonctionnait très bien dans les religions archaïques, puis dans les religions avant lui, et il remplace ça par quoi? Il veut remplacer le sacrifice, parce que vous dites, par le don. Alors, ne soyez plus en rivalité avec l'autre, aimez-le. Mais ce qu'il faut, ça va encore plus loin. Alors, tous ceux qui sont embarqués dans cette pensée-là, de Gérard à Lévinas, à tous ces gens-là, ils vont beaucoup plus loin que ça. Ils disent... Tu vas aimer l'autre comme toi-même, mais tu vas t'aimer toi-même comme un autre. Autrement dit, il faut que tu t'en viennes à te percevoir toi-même comme un étranger. Alors là, il n'y a plus de... Ça ne marche plus, le mécanisme de truc. Alors, ça remplace, au fond, le repli sur soi, qui est toujours... La violence, c'est toujours ça. C'est la défense du moi qui a peur d'être avalé par le monde. OK, mettons ça comme ça. Tu remplaces ça par le don. Au lieu de craindre l'inconnu ou le mystère, tu t'y abandonnes. Okay? Le mystère et l'inconnu, il commence au coin de la rue. C'est le chat qui te regarde, c'est des étoiles, c'est n'importe quoi. Là. C'est tout ce qui te décentre. Alors, toute la pensée christique qui n'a pas fonctionné, dit Gérard. Pourquoi? Parce qu'on a continué de lire l'Évangile comme un rite sacrificiel. On parle encore du sacrifice de Jésus et tout, alors que c'est pas du tout ça. Donc, il faut se défaire de cela si on veut que ça marche un jour, passer du sacrifice au don. C'est pas la même chose. OK. On va y revenir aux évangiles, parce que ça apparaît à plusieurs endroits dans votre essai, mais juste pour que les gens comprennent pourquoi René Girard, on est en contact. Peter Thiel. Oui. Qui est le premier investisseur, un des premiers investisseurs de Facebook, et qui a créé PayPal. D'ailleurs, les gens qui vous contribuez à la balado, vous le faites par PayPal. Ça serait le fun de... J'ai pas trouvé d'autres moyens. Je sais qu'il y en a d'autres, mais bon, à chaque fois que je pense PayPal, Peter Thiel, mais ça a été un de ses élèves. Mais on peut très bien comprendre. Quelqu'un qui... Donc, c'est contemporain, là, René Girard. Là. On l'a d'en face tous les jours. Lui, c'est parce que Girard décrit très bien comment ça fonctionne. Alors, si quelqu'un veut perpétuer un système de domination, là, il a écrit, par exemple, un de ses derniers ouvrages, c'est Achever Clausewitz, c'est sur l'art de la guerre, le grand général et tout. Et là, il démontre vraiment comment ça fonctionne. Donc, si tu es un être qui veut perpétuer la culture du pouvoir et de la domination. Tu dis ça, tu as un mode d'emploi. Et tous ce qu'on appelle les milliardaires, les tech bros, ils ont monétisé, en fait, cette triangulation-là. Exactement. Donc, Gérard écrit exactement pour le contraire, mais ça, tu peux prendre son œuvre et tu dis, c'est textbook, là, il t'a dit comment faire. Évidemment, il laisse de côté tout ce que Gérard met de l'avant pour répudier ce modèle. C'est ça. Malheureusement, on a le pire de René Girard. Exactement. Cela dit, ça donne le goût de s'y plonger. Il est question beaucoup de Simone Weil. Oui, c'est l'autre piste. Au début, je dis, au fond, il y a deux grandes explications à la naissance de la violence. Qu'est-ce qui fait qu'on est violent? Il y a la piste que Gérard explique, et il y a l'autre qui est celle de Simone Weil, qui est aussi celle de Georges Bernanos et d'autres, et qui n'est pas contradictoire, mais qui l'explique, je dirais, à la fois encore plus simplement. La thèse de Simone Weil, elle dit, si on n'a pas peur de mourir, on ne tue pas. C'est la peur de la mort, qui est l'ultime inconnu et mystère, qui fait qu'on s'octroie un pouvoir illusoire de domination sur l'autre. Le plus bel exemple de ça, je le cite dans le livre, c'est un personnage de Dostoïevski, Kirillov, dans Les Possédés. Il décide qu'il va se tuer pour montrer à Dieu qui est le boss. Je vais me tuer pour montrer que je suis libre, que j'ai le pouvoir. Donc, c'est absurde, mais c'est véritablement ça. Donc, c'est la peur, au fond, de l'ultime inconnu, qui est la mort, qui fait qu'on met entre la mort et nous cette sorte de pouvoir illusoire, comme je disais. Si je domine quelqu'un, au moins j'ai une puissance là-dessus. Autrement dit,
La seule façon de combattre la mort, c'est d'accepter qu'on va mourir. Ouais. Et dès l'instant où on accepte la finitude, au miracle, on se trouve à aimer la vie. Il y a une pensée, je cite, il y a beaucoup de citations dans le livre, comme je dis toujours, le meilleur de mon livre, c'est des citations. Oui. Non, mais pourquoi se priver des plus grands qui ont pensé? On ne va pas refaire le monde, mais il faut juste choisir qui pense bien. On peut pas le refaire, mais on peut mieux le comprendre. On peut mieux le comprendre. Grâce à ceux qui ont écrit avant nous. Alors, Pierre Vadeboncoeur, il y a un moment donné, décrit la pensée bourgeoise qui est issue du rationalisme, du siècle des Lumières. Ouais. Il reprend presque sans le citer, parce que Pierre Vadeboncoeur ne cite jamais. Soit qu'il l'a découvert par lui-même ou qu'il a oublié qu'il l'avait lu chez quelqu'un, mettons. Mais je pense pas qu'il a lu de Rougemont, mais parce que c'est aussi la thèse de Rougemont. Alors, Vadeboncoeur a bien résumé ceci quand il parle d'une pensée sans douleur et sans horizon. La pensée sans douleur, ça veut dire qu'au fond, dans le mécanisme même de la violence, qui fait qu'on s'enquiste, qu'on se met dans une bulle à l'intérieur du moi, c'est d'éviter de souffrir, parce que la souffrance, c'est déjà le chemin qui conduit à la mort. Ouais. Donc, une pensée sans douleur, c'est une pensée qui a peur de souffrir, qui a peur de mourir. Ouais. Moi, je le dis souvent, j'ai écrit un texte dans Le Devoir il y a quelque temps où on dit « la peur de penser et la peur de souffrir ». La peur de souffrir fait, par exemple, qu'on est immunisé contre le film d'horreur qui a sous nos yeux à tous les jours vraiment, et tout. Vraiment. Comme si la souffrance était contagieuse. Ouais. Tu sais, si tu vois quelqu'un qui meurt de faim, tu ne veux pas voir ça parce que inconsciemment, en toi, il y a quelqu'un, un ancêtre qui a manqué de nourriture et tout ça. Et si on rattache la pensée sans souffrance, c'est aussi une pensée sans horizon. Et je reviens tout à l'heure à ce qu'on se dit. La meilleure façon d'accepter la finitude, c'est d'avoir un horizon. Ouais. D'un horizon qui est ce que Baudelaire appelle l'hypothèse de l'âme. C'est-à-dire cette hypothèse que la mort, c'est peut-être pas la fin de tout, peut-être pas le paradis, le ciel et tout, mais c'est que cette hypothèse, c'est qu'il y a un noyau d'immortalité en nous qui fait qu'on ne meurt pas. C'est-à-dire que comme dit Teilhard de Chardin, qui se dit, bon, on émet l'hypothèse qu'on va continuer de vivre après la mort. Sous quelle forme? On ne le sait pas. Est-ce qu'on sera encore semblable? Et j'aime beaucoup le mot de Teilhard, il dit que tant qu'à faire, il faut émettre l'hypothèse qu'on va être encore nous-mêmes, mais en mieux. Oui! Donc, penser sans douleur. Alors, il faut accepter la douleur, il faut accepter la finitude si on veut combattre la violence, parce qu'on ouvre. Autrement dit, tout le livre pourrait se résumer ainsi. La seule façon de combattre la violence, c'est d'élargir le moi. C'est pas compliqué. Et on le voit quotidiennement, comme tout repli, quel qu'il soit, va aboutit à ce qu'on sait. Exactement. Ça aboutit le totalitarisme, par contre, c'est une drôle de version parce que là, je sors de la je pense que c'est pour ça qu'on a de la difficulté à nommer ce qui se passe. C'est parce que on essaie de le rattacher à des événements historiques qui sont peut-être arrivés, mais il y a une nouvelle incarnation du totalitarisme qui est relativement inédite, même si elle a des racines. Exactement. Et on fige, et il y en a qui ne veulent pas le nommer, qui font semblant que tout va bien. Mais moi, je suis de l'autre gang. Bien, c'est sûr qu'il faut le nommer. Mais tu sais, le totalitarisme, tel qu'il a été étudié, mettons, par Arendt, c'est, au fond, c'est la soumission de l'individu à une loi. Oui. La loi de l'histoire pour Marx, la loi de la nature pour Darwin et même pour Nietzsche et tout. Il y a comme une loi anonyme qui est en marche et les individus, ça n'a pas d'importance. Si on voulait exagérer, on pourrait dire c'est l'avenir de l'espèce qui est important et non pas l'avenir de l'individu. Ou de la race. Ou de la race, qu'importe. Alors, c'est une fiction, en quelque sorte. Ça n'existe pas, ça. Alors, dès l'instant où une société sacrifie l'individu, on vient encore à Girard, sacrifie l'individu au nom d'un grand projet, etc., on est dans le totalitarisme. Aujourd'hui, ce qui se passe, il n'y a plus personne vraiment qui se réclame de Marx ou d'une grande loi ou de Nietzsche ou quoi que ce soit, mais c'est au contraire plus la peur de disparaître approche, parce que pour répondre à la question que vous posiez au tout début, oui, mais là, c'est l'ampleur des moyens de destruction qui est sans comparaison. Oui, voilà. Tu sais, comme disait Serge Bouchard ou Bernard Arcan dans une de ses vieilles émissions, tu sais, on se battait à la machette. C'est correct, là. C'est pas grave, là. On va manquer de machette ou d'homme à un moment donné, puis ça va être fini. Mais là, on est ailleurs. Donc,
en un sens, donc, on est dans quelque chose d'inédit. Moi, je crois aussi que le recours au passé, c'est important pour essayer d'éclairer ce qu'on vit, mais il ne faut pas s'y enfermer parce que les choses changent tout le temps. Oui. Et alors, on a très, très bien vu, par exemple, quand on y pense concrètement, toute la technologie, qui est l'ère des moyens, était là pour nous rendre la vie plus facile. C'était là, vous vous rappelez, c'était pour... On va avoir plus de loisirs. Je me rappelle, moi, quand j'étais au primaire, on n'allait pas travailler. Exactement. Et là, l'ironie de la chose, la domination de la matière qui nous donne des outils pour dominer la nature, la matière et tout, pour nous faciliter les choses, fait en sorte que peu à peu, nous devenons esclaves de ce qu'on croyait dominer. Tout à fait. On croyait dominer les choses. Maintenant, c'est les choses qui nous dominent. Oui. Alors là, c'est très, très clair. On croyait dominer la nature. Et elle va nous dominer. Elle va nous dominer parce que, comme dit l'autre, elle va continuer. C'est pas son problème, c'est nous le problème. Là. Elle va se rebeller. Elle va se rebeller. C'est déjà commencé. Oui. Le manque d'eau dans le Saint-Laurent, c'est quelque chose. Oui, vraiment. C'est fou. C'est même difficile. C'est difficile à appréhender intellectuellement. Oui. Qu'on est déjà là. Oui. Et puis aussi, quand on y pense aussi, la grande difficulté, tu avais fait allusion tout à l'heure, c'est vraiment la difficulté de passer du proche au lointain. Mettons, de passer de la réalité individuelle, la nôtre, aujourd'hui, dans tel quartier, il y a de la misère et tout, il y a des itinérants, il y a la pauvreté, de passer à ça, à un problème encore au lointain, à l'avenir de la planète. Oui. Et là, quand on s'occupe de la planète, on dit, commence par t'occuper de ce qui se passe dans ta cour. C'est vrai, mais tu ne peux pas t'occuper dans ta cour. Et c'est ça la grande découverte. Il y a quelque chose de quand même extraordinaire qui existe depuis une trentaine d'années. C'est ce qu'on appelle la conscience écologique. Oui. La conscience écologique, c'est pas juste le compost, là. Non, mais quand on y pense sérieusement, c'est la grande découverte que personne ne peut se sauver seul. C'est l'interdépendance de tous les vivants. Oui. Mais ça prend du temps de changer une culture, là. Oui. La culture du moi qui domine à une culture de la pensée qui relie, ça se fait pas. Jusqu'à quel point le capitalisme nous empêche, nous détache de notre individualité pour réfléchir au collectif. Parce que c'est ça que je... Dans le fond, puis tu sais, c'est ça que je me demande jusqu'à quel point, c'est peut-être pour ça qu'on a de la... Là, je sais qu'on sort un peu de l'essai, mais en même temps, non. Non, pas du tout. Mais j'ai l'impression que c'est ça, tu sais, quand on dit souvent, on a de la misère à imaginer un monde post-capitaliste, bon. Mais c'est peut-être parce qu'on a de la difficulté à imaginer une vie collective, organique. En fait. Qui ne fonctionne pas avec le régime du bouc émissaire. Voilà. Mais non, mais c'est sûr, ça c'est... Gérard, il parle presque, il dit pas de mutation, mais c'est presque ça, là, quand on y pense, là, sérieusement. De penser qu'on ne peut prendre soin de soi qu'en se souciant de l'autre, c'était chez le Christ, là, c'était dans les évangiles. Même l'Église n'a pas été capable de digérer ça. Okay? Elle l'a transformé, elle l'a édulcoré, comme à peu près toutes les religions édulcorent l'esprit qui était à l'origine des religions. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire, par exemple, je dois me préoccuper de mes proches, mais en même temps, je dois me préoccuper de l'humanité. Oui. Parce que je ne peux plus, et là, on le voit très, très bien. Mettons, je vais m'occuper de ma fille, qui est vieille maintenant, plus besoin de moi, mes petits-enfants, je m'inquiète et tout. Je ne peux pas me préoccuper d'eux sans me préoccuper du monde dans lequel ils vont vivre. Non. Donc, puis la création d'un nouvel espace commun, comme dirait Arendt, qui fait que les êtres se parlent et partagent le monde. Ce sont ces mots. Okay? Ça implique une mutation. Ça implique qu'on est capable de se mettre à la place de l'autre pour penser avec lui le monde dans lequel on va vivre. C'est énorme. Fait que le capitaliste, il ne nous a pas préparé à ça. Pas tellement, non. Il ne veut pas qu'on le fasse, en fait. Il ne veut pas qu'on le fasse. Ben non, parce qu'au contraire... Parce que c'est la fin. Ben c'est la fin. Capitalisme. C'est la fin du capitalisme, l'accumulation. Et l'individualisme, c'est le contraire de la culture qui met l'individu au centre de tout. Parce que quand on abolira le capitalisme... On se croise les doigts. Mais, non, mais à ce moment-là, les êtres, chaque individu recouvre une grande valeur. Là, il n'y en a pas. C'est une équation dans le marché. Et tout, abstraite, tout à fait. C'est abstrait. On a parlé déjà des évangiles. Bon, vous avez un certain âge. Vous avez grandi dans cette culture-là. Moi aussi.
Je suis dans la queue de cette... tu sais, moi, j'ai fait le Notre Père debout à la gauche de mon pupitre en histoire avec le Père Németh. Feu, Père Németh. Bon. Est-ce qu'il va falloir revenir? Non, surtout pas. non, pas à cette vie religieuse. Non, pas mais c'est qu'on a tout évacué, puis on le voit dans le débat public, aussitôt qu'on parle de spiritualité, c'est-à-dire de l'islam, il y a un braquage, les gens... Mais c'est le rapport tout n'est pas à jeter. Mais le rapport au religieux, il faut le repenser. Moi, je donne un exemple un peu simpliste. Si tu veux combattre les dérives religieuses, des intégrismes, quels qu'ils soient... Parce qu'il y en a, là. C'est l'éducation, pas l'interdiction. C'est quand tu as interdit l'alcool aux États-Unis ou au Québec, tu n'as pas aboli l'alcool. Tu as créé la baboche. C'est comme... Donc, et l'Empire Bronfman. Et moi, évidemment, ça a été mon métier toute ma vie. Et moi, je pense que ça prend une éducation. On ne peut dépasser le religieux. On peut dépasser les religions, non pas en abolissant les religions, mais en les dépassant. Et comment on les dépasse, c'est quand on revient à des valeurs, pour revenir aux exemples du christianisme. Voyons, Cornélier, qui a fait un compte-rendu de mon livre, parlait des valeurs chrétiennes. C'est juste, mais moi, je dirais c'est plutôt les valeurs évangéliques que les valeurs chrétiennes ont plus ou moins trahi. C'est quoi la différence? C'est très valeurs évangéliques? Parce que les valeurs évangéliques, ça se résume à « aime ton prochain comme toi-même », puis si on veut compléter « aime toi-même comme un autre » et tout. Et c'est ça la base. Il n'y a pas autre chose. C'est vraiment la base. Qu'est-ce que le christianisme en a fait? Toutes les églises qui en sont découlées, ils sont mis on est passé de cette éthique, du souci de l'autre, à des morales, à des dogmes et tout, etc. Et on a perpétué, dit Girard, la mentalité du sacrifice, alors que le christianisme, c'était la mentalité du don. C'est très différent. Oui, tout à fait. C'est très, très différent. Donc, le don vient du cœur, le sacrifice... Alors, pour revenir à nos parents ou à la culture dans laquelle on a grandi, il ne faut pas revenir à ça, mais il faut revenir, j'allais dire, aux valeurs qui, elles, étaient, n'avaient pas été contaminées par la religion catholique ou protestante, ou qu'importe. Parce que vous citez Pierre Vadeboncoeur. Bref, nous n'avons plus le choix. Il est nécessaire que l'homme suppose le divin. Oui, mais le divin, c'est le lointain dont on parle. C'est l'hypothèse de l'âme dont parle Baudelaire. C'est le divin... En fait, moi, j'aimerais bien avoir la foi, mais comme je dis tout le temps, je ne l'ai pas encore. Mais je crois que Dieu, comme je dis toujours, c'est a work in progress. C'est quelque chose vers lequel on va. C'est pas quelque chose moi, c'est drôle en vieillissant, qui existe. En vieillissant, tu sais, j'ai un jeune enfant, j'en ai un, bon. Je pense, je repense à tout ça, à mon éducation, pas très religieuse, mais bon, tu sais, on allait à l'église jusqu'à 12 ans, ou à 12, bon. Puis ma blonde... moi, je suis allé jusqu'à 18. Oui, non, c'est ça. C'est ça. Vu que je suis un peu plus jeune, c'était plus acceptable d'arrêter plus tôt. Bon, mais puis tu sais, après ça, j'ai violemment rejeté tout ça. Aujourd'hui, il en reste de ça. Puis j'étais avec une conjointe qui a pas eu du tout cette éducation-là et qui connaît rien de tout ça. Fait que c'est dur d'y expliquer que, tu sais, l'histoire, quand on y pense, l'histoire de Jésus, c'est une belle histoire. Sur le plan narratif, sur le plan... C'est une grande histoire. Oui. Puis moi non plus, je suis pas croyant en un Dieu, mais j'ai l'intuition qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. C'est ça. Ça, c'est sûr. Ça, c'est ce que la distinction que Pierre Vadeboncoeur fait. Il dit « J'ai la foi sans être croyant. » Voilà, c'est ça. Et c'est parce que, au fond... Parce que si on n'a pas ça... Non, mais c'est parce que aussi, c'est pas une croyance, c'est une expérience. Oui. Ce que vous dites là, ce que je disais tout à l'heure, l'expérience du lointain, l'expérience qui a quelque chose... qui a une œuvre dans laquelle on s'insère. Ça, c'est la grande vie. On la trouve chez Tchekhov, chez Virginia Woolf, tous des gens qui ne sont pas croyants. Là. Non, il y a des scientifiques qui partagent ça. C'est-à-dire, le monde est une œuvre en marche, quelque chose, et on s'insère là-dedans. Tout à fait. Et puis on a notre place, et on a notre rôle là-dedans, si minime soit-il. Ça, c'est une expérience. Et moi, je pense que les gens qui ne sont pas croyants, mettons votre conjointe qui n'a pas été élevée là-dedans, c'est sûr qu'elle a ces expériences-là aussi. Elle nous est donnée très souvent, elle est donnée dans l'amour, ça c'est certain. Que fait l'amour quand c'est pas, ça dépasse l'instinct de possession et tout. Tout à coup, c'est un élargissement. C'est un élargissement qui fait que l'autre devant toi,
tu ne la posséderas jamais, tu ne la connaîtras jamais. Elle est comme une sorte de tremplin vers quelque chose. Ouais. C'est ma blonde, ça. Vous décrivez ma conjointe. C'est exactement ça. Aussi, la beauté. Tu sais, la beauté, quand les gens disent « Ah, c'est beau ». Oui. Le cœur de la beauté, ça, Simone Veil le dit bien, le cœur de la beauté, c'est la découverte de la distance. Oui. Comme mon premier maître qui s'appelait Guy Lafont, qui est mort il y a quelques années, qui est un pianiste qui a abandonné la carrière puis qui est devenu yogi. Lui, il disait, je lui dois tout, là, à cause d'une phrase. Il m'a dit, écoute, il faut pas trouver beau ce qu'on aime, il faut aimer ce qu'on trouve beau. Et voilà, là, c'est le décentrement. Je trouve ça beau parce que j'aime ça. Ça, c'est le moi qui dit ce qui est beau. Le contraire, aimer ce que l'on trouve beau, là, je suis décentré. Le beau, c'est toujours ce qui nous échappe. Le beau, par définition, c'est pas le beau, c'est pas la beauté, si je peux le mettre en boîte. Donc, la culture qu'il faut travailler et enseigner, c'est tout le temps celle qui relie le proche. Oui, je dois défendre cette petite entreprise qui est le moi. Tu sais, je suis né avec, là. Et je la nourris, je la traite bien, mais en même temps que je m'occupe du lointain, de la grande œuvre dans laquelle la partie est insérée. Et il faut résister à l'idée de détruire la partie au nom du tout, mais il faut aussi résister à la tentation de sacraliser la partie à l'encontre du tout. Le mot de Kafka, que je cite souvent, j'ai dû le biffer parce qu'il revenait tout le temps. Dans le combat entre toi et le monde, dit Kafka, seconde le monde. Wow! C'est ça le don. Ouais. C'est ça le don. Puis Kafka... Tu sais, on cite toujours, oui, il a décrit un monde absurde et tout, mais il y a tout un Kafka que les gens ne semblent pas connaître. C'est le Kafka qui a défini, par exemple, la tâche de l'écrivain comme étant celui qui a pour tâche de relier le fini à l'infini. S'il n'y a pas ça, c'est le chaos. Pourquoi? Et c'est pour ça les grands scientifiques aussi que j'admire beaucoup, à qui je rends hommage au passage dans mon livre. S'il n'y a pas une œuvre, s'il n'y a pas une harmonie, s'il n'y a pas une façon de faire cohabiter des contraires, c'est le chaos. C'est le cosmos, c'est la cohabitation des contraires. L'harmonie, c'est pas une seule vérité. Et c'est souvent des astronomes. Oui, ben oui. Qui ont dit, à force d'étudier le grand mouvement, exact. C'est dur d'imaginer qu'il n'y a pas quelque chose qui organise tout ça. Ben c'est ça. Il y a une pensée à l'œuvre. Oui. Une pensée. De la figer dans une personne qui est un grand Manitou et tout. C'est pour ça que, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, je crois que ce que Vadmonker appelle le divin, on peut appeler Dieu, c'est a work in progress. Votre essai, de ce que j'en comprends, il y a des textes qui ont été écrits il y a quelques années, il y a des textes plus récents. C'est à peu près moitié. Des inédits, peut-être moitié, puis des textes. Je pense pas que c'est des textes qu'on connaissait par cœur, c'est pas ça que je veux dire, mais ça fait en sorte qu'on navigue dans plein d'endroits. Et c'est ça qui fait la beauté de l'essai. Et entre autres, vous parlez, je pense que c'est dans la partie Le devoir d'hospitalité. Vous dites une phrase vraiment percutante, pleine d'actualité. Vous écrivez que les étrangers qui arrivent ici nous accueillent d'une certaine façon, nous tire hors de nous-mêmes. J'aimerais ça que vous développiez cette idée parce qu'elle va beaucoup à l'encontre de ce qu'on lit dans les journaux qui citent nos politiciens actuellement. Mais d'abord, c'est une très belle phrase. En fait. J'ai passé ma vie à enseigner. Et ce que j'ai découvert en lisant, c'est que ce qu'on appelle la culture, c'est quelque chose de poreux. C'est-à-dire, c'est une culture, ça n'existe pas. Une culture, c'est toujours... Ah, quoi? C'est une culture, parce qu'on défend toujours la culture au Québec, québécoise, américaine. Elle est menacée. Elle est menacée. Elle est prise d'assaut par les étrangers. Elle est menacée dès l'instant où elle ne respire plus. Une culture, c'est tout le temps le lieu de rencontre de plusieurs cultures. Moi, je raconte souvent cette idée. J'ai été surtout formé par la littérature étrangère. Française, allemande et tout. Et c'est à partir de ça que j'ai découvert la littérature québécoise. J'ai pas fait le contraire. C'est mon propre cheminement. Et un jour, j'avais fait un texte sur Gaston Miron. Et je rapprochais Miron de ma gang, tu sais, de Virginia Woolf, d'Herman Brock et tout. Et il y avait un critique québécois qui est mort, qui était pathétique et gentil en même temps, et qui me reprochait de comparer Miron à ces grands auteurs, parce que lui, il pensait que c'était une façon de diminuer Miron, mais
t'as pas compris, là. C'est exactement le contraire. Miron est grand parce que je peux le mettre dans la même pièce avec Virginia Woolf et Herman Brock. Ouais. La culture, c'est une respiration. Ouais. Dès l'instant où on ferme, on étouffe, on meurt. C'est fini. C'est pour ça que le repli identitaire au Québec est très dangereux, même d'un simple point de vue culturel. L'étranger, qu'est-ce qu'il fait d'abord? L'étranger, c'est... Je cite Jabel, je pense, qui dit « L'étranger, c'est celui qui te donne l'impression que tu es chez toi. » Moi, chaque fois que je vois un étranger, quel qu'il soit, il me rappelle ma propre condition d'étranger sur la Terre. Ouais. Au fond, là, moi, je suis ici, j'aurais pu être en Chine, j'aurais pu être n'importe où. J'aboutis ici et je suis en transit. Je suis en transit entre un grand vide dont je ne connais rien derrière et devant. Alors, dès l'instant où j'accueille l'étranger, je reviens toujours à cette notion d'étrangeté ou d'altérité. C'est pas une vertu, là. C'est tout simplement la réalité. Chaque chose qui me rappelle que je suis en relation avec quelque chose d'avant et d'après et qui me dépasse, je suis dans la culture et je risque de pouvoir créer un espace commun où je peux vivre avec tout le monde. Alors, quand on accueille des étrangers, c'est vraiment le décentrement. Là. Et là, évidemment, ce qu'on voit présentement, c'est le bouc émissaire. C'est-à-dire, l'étranger, c'est lui qui fait qu'on n'a plus de place dans les écoles. Alors que les statistiques montrent que c'est l'arrivée des étrangers depuis 15 ans a fait augmenter la population étudiante de 2 %. Voilà. Tu sais, c'est des mythes. C'est tout le temps des mythes. Tout à fait. Alors, c'est tout le temps trop... Mais plus on va... Globalement, ce que je pense, comme René Girard, comme d'autres, plus on approche, appelons ça de la catastrophe ou de la montée aux extrêmes et tout, plus il va avoir le ressac du repli. C'est tout le temps. Le féminisme fait des progrès, le masculinisme arrive et tout. C'est tout le temps la même chose. En un sens, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on approche du moment où on n'aura pas le choix de changer ou de mourir. C'est drôle, ça me fait penser à quelque chose, ça va être une comparaison tout à fait bancale. Ça me fait penser à un enfant. Parce que moi, je suis là-dedans beaucoup. On a un enfant qui... toutes les phases qu'un enfant vit, il les vit intensément. Elles sont toujours accompagnées d'une régression. Tout le temps. Fait que quand on sait qu'il y a une petite régression, c'est qu'on sait qu'on vient... Il est au seuil de quelque chose. De nouveau. Tout le temps. Alors collectivement, c'est la même chose. Bien, c'est sûr. C'était sûr. Mais non, mais c'est la peur du mouvement. C'est pour ça que j'ai un truc qui s'appelle l'école du mouvement. C'est normal. C'est très, très humain. Parce que, tu sais, il y a même des problèmes. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Moi, je dis tout le temps, contrairement, j'ai dit souvent, ma devise, c'est le mieux n'est pas l'ennemi du bien, comme a dit Voltaire. Le mieux, c'est ce qui empêche le bien de devenir médiocre. Non, mais si tu n'as pas toujours... Alors, le passage... Vous avez détruit Voltaire en une phrase, Yvon. Oui, bien, je ne l'ai jamais aimé, là. Sauf Candide. Non, mais j'ai aimé des trucs. Mais il y a des choses extraordinaires. Mais, alors, l'enfant, quand il apprend, il passe de quelque chose de connu à un inconnu. Et il fait ça pas à pas, comme ça. Et évidemment, c'est pour ça que c'est dangereux. Si les parents le maintiennent dans le connu, il n'évoluera pas. Et même, ça va beaucoup plus loin. Mais là, j'ai passé à travers ça et sans le savoir, et je l'aurais peut-être mieux fait si je l'avais su. Et c'est terrible à dire, mais le grand amour des parents, c'est d'amener l'enfant à se détacher d'eux. Tout à fait. C'est notre mission de parents. C'est ça, exactement. C'est terrible à dire, mais non, c'est mais ça. Quand on l'a... c'est ça. Mais quand on le fait bien, en même temps, on a un être indépendant de nous qui est en relation avec nous. Voilà. On a un étranger. Voilà. Oui! Je veux qu'on vienne à ça, cette notion-là d'étranger, parce que pour avoir jasé avec Michel Lacroix il y a quelques temps, qu'est-ce qui se passe avec le survenant? Est-ce qu'il y a une nouvelle lecture qu'on fait de ce roman-là? Moi, c'est ma lecture depuis toujours. Oui, non, mais je sais, mais j'ai l'impression que c'est un roman, peut-être parce qu'il a été imposé, a longtemps été une espèce de lecture obligatoire qu'on faisait, puis roman du terroir. Qui n'était pas un roman du terroir. Et Michel Lacroix m'en a parlé d'une façon nouvelle. Je me rappelle, dans un café, c'est pas parce qu'il est venu au podcast. Bon. Et là, dans votre essai, vous en parlez, puis c'est un peu avec toute une réflexion aussi, puis vous citez Pierre Vadeboncoeur sur le nationalisme québécois, c'est intéressant parce qu'on est dans l'actualité avec ce qui se passe avec cette supposée remontée du sentiment souverainiste. J'ai hâte de voir comment elle va se matérialiser. Mais qu'est-ce qui se passe avec le survenant? Bien, le survenant, d'abord,
c'est pas uniquement parce que c'était une lecture imposée, parce qu'en même temps, les belles histoires du pays d'en haut, Séraphin Poudrier, c'était aussi une lecture imposée. Moi, ça a moins bien vieilli que Le Survenant? Mais ça a pris toute la place. Oui, c'est ça. On en a fait des films, on l'a rejoué des séries et tout, etc. Et je pourrais dire, la pensée dominante au Québec, c'est ma thèse, c'est la pensée des belles histoires du pays d'en haut. C'est le paysan qui thésaurise, qui accumule ses biens et qui dit, c'est comme ça qu'on vit au Québec. C'est clair. Et moi, depuis toujours, j'enseignais Le Survenant. D'abord, c'est en 1945, comme je dis tout le temps, c'est une grande année, c'est l'année de ma naissance. Puis, c'est aussi l'année de Bonheur d'occasion. Ah oui, mon Dieu. Donc, c'est un bon roman. Mais le grand roman important dans l'histoire de la littérature québécoise, c'est 1945, c'est Le Survenant. Pourquoi? Parce que voici une société et un pays, qu'on disait tout à l'heure, issus de la culture chrétienne. Oui. Mais nommez-moi des œuvres, à part peut-être quelques poèmes de Rina Lanier, qui manifestent cette pensée-là dans la littérature québécoise. Il y en a très, très peu. Parce que Le Survenant, c'est la figure du Christ. Là. C'était tellement évident. Il y a presque des phrases qui sont... Je ne suis même pas sûr qu'elle en était consciente quand elle l'a fait. Okay? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Voilà quelqu'un, d'abord, c'est le vrai héros. Le vrai héros, c'est... Jung a bien étudié ça. On ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas... C'est-tu un Norvégien? On ne sait pas trop. C'est un Indien. Tu sais, on pense et tout. Bon, c'est propre du héros. Il naît partout et nulle part. Alors, Le Survenant, c'est quelqu'un qui a fait le tour du monde et qui revient dans un petit village. La fable est merveilleuse. Elle n'en était pas consciente quand elle l'a écrit, mais c'est ça la force des grands romans. Ils sont prophétiques. Il arrive dans un petit village qui est en train de mourir. Le père Didas, il est vieux. Il a eu un seul fils qui est une espèce de pantoufle qui s'appelle Amable, qui est paresseux, qui parle lentement et qui est incapable de faire un enfant, etc. Et le père Didas est veuf, puis la terre dépérit, puis tout le village dépérit. Tout le village, je dirais, c'est le Québec d'aujourd'hui. Oui. Bon, presque, parce qu'il n'y a pas eu... Et Le Survenant, il arrive là et il fout le bordel. Un peu comme dans le film le Christ dans le film, dans Théorème. Il arrive, c'est la figure du... Il fout le bordel. Là, il libère tout le monde. Mais il y a une résistance terrible. Il libère les gens. Alors, il enseigne quoi? Il enseigne ceci. Il raconte cette histoire extraordinaire. Cast your bread, lance ton pain. Il raconte qu'un jour, il était sur un bateau, puis il a failli mourir, puis un goéland qui lui a sauvé la vie en amenant un poisson, je ne sais pas trop quoi. Et depuis, c'est pourquoi lui et tous les marins, la première tranche, ils la jettent à la mer pour redonner à qui lui a sauvé la vie. Cast your bread. Okay? Ça, c'est son mot. Puis son autre mantra, c'est le vaste monde, puis never mind. Okay? Alors, voilà quelqu'un qui est cultivé, qui a fait le tour du monde. On pourrait associer un coureur de bois à l'échelle mondiale, et qui arrive dans un petit village, et c'est ça la merveille, et il montre aux paysans comment faire leur métier. Pourquoi? Parce qu'il fait du farm-splaining. Oui, mais alors lui qui n'est pas un paysan, mais qui a voyagé, il regarde l'objet avec des yeux neufs et il a dit, mais vous devriez faire ceci et cela et tout. Alors, c'est une métaphore, Et ça, c'est une réalité de l'époque. L'agriculture a pris du retard au Québec. Exactement. C'est Adélard Godbout, entre autres, qui va la moderniser. Oui, c'est vrai, c'est contemporain. Donc, c'est la grande figure. Comme je dis souvent, si, au lieu d'adopter le modèle de Séraphin Poudrier, du paysan qui thésaurise si on avait ça, et on avait suivi le modèle du Survenant, on serait déjà indépendant. On serait libre. Pourquoi on n'a pas fait ça? Parce que, là, il faut revenir. Moi, je trouve, au Nouveau Monde, mais c'est compliqué. Parce qu'il y avait au début de la colonie, il y a deux types humains. Il y a le coureur de bois, puis il y a le paysan. Et la colonie s'est faite grâce à la tension entre les deux. Mais l'histoire étant ce qu'elle est, et les humains étant ce qu'ils sont, ils ont peur de perdre et tout, progressivement, on a éliminé le coureur de bois, ainsi que les cultures autochtones auxquelles ils étaient rattachés. Et peu à peu, on a fait son nid. On est devenus des paysans, on est venu dans la survivance, etc. Et la plus belle preuve de cela, Radio-Canada... Moi, j'ai grandi avec la série du Survenant jouée par Jean Coutu.
C'est extraordinaire. Le père d'Angèle. Eh bien, ils ont détruit tous les archives. Il reste, je pense, 3 cassettes de 30 minutes, en tout cas quelque chose comme ça, alors que toutes les autres, du survenant avec la première... Les histoires des pays d'en haut. Les histoires des pays d'en haut, on les a toutes gardées. Oui. Puis on les diffuse encore. Et on les diffuse encore. Ouais. C'est incroyable. Ça parle, c'est parlant. Ouais. Il faut parler de François Hébert. Ah ben oui. Que je connais pas. Oui. Que je connaissais pas. Oui. Mais c'est la dernière partie du livre. Très beau témoignage sur l'amitié. Oui. Et moi, c'est venu me chercher parce que vous parlez du jeu du joueur. Oui. Bon, puis on le sait, vous êtes un joueur de tennis, entre autres. De hockey, de tout. Oui, c'est ça. Et vous dites le vrai joueur, ou je ne sais pas si c'est lui ou vous qui l'avez dit, le vrai joueur n'est pas un compétiteur, c'est un amoureux du mouvement. Oui, c'est une belle phrase, ça. Oui, ben, c'est la réalité. Oui, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas compétiteur, mais foncièrement, il aime jouer. Il aime jouer. C'est pour ça que... Alors, François et moi, François Hébert... Qui était-il? Ben, écoutez, moi, je l'ai connu à Aix-en-Provence. C'était un Québécois qui était déjà à Aix-en-Provence quand j'y suis arrivé. Il faisait sa thèse sur Malraux. C'est très drôle. Comme je dis, il a fait sa thèse sur un écrivain vivant. Moi, j'ai fait sur un écrivain de plus en plus mort parce que quand j'ai fait ma thèse sur Bernanos alors qu'il était au purgatoire et tout. Et on ne s'est jamais vraiment quitté de vue et il y a quelque chose qui nous liait. Alors, il était comme aux antipodes de moi d'une certaine façon, sauf pour le jeu. Aux antipodes, pourquoi? Parce que c'est un être, mon dos, inclassable, alors que moi, je suis plutôt romantique. Oui, je suis très classable. J'ai des références, c'est une écriture quand même plus classique que la sienne. Alors lui, c'est un touche-à-tout. Et ça fait partie de sa mentalité du jeu. Comme je dis souvent, il n'a pas eu du tout la reconnaissance qu'il a eue parce qu'il est un peu inclassable. Et quand tu touches à tout, on ne peut pas te dire, ah oui, t'es important, t'as fait ceci, parce qu'il se promène, il fait des tout. Tu sais, il a fait des collages et des assemblages. On a fait une exposition là, qu'on peut voir à l'Université de Montréal. C'est un peu comme du charme avec ses sculptures. Il ramasse tout ce qui traîne dans la rue, il fait des collages et tout. Il est très proche de Michaud, des gens comme ça, là, des êtres et tout. Et c'était un chasseur. C'est pour ça qu'aussi, je le mettais dans la dernière partie, parce que je reprenais tout le lien à la violence. Parce qu'il, lui, il chassait pour vrai. Là, à l'arbalète, au moins. Là. Il chassait le chevreuil et tout. Et il est identifié la figure du chasseur. Puis lui-même a beaucoup réfléchi, Caïn, Abel et tout. Et en même temps, il était fasciné parce que c'est un grand connaisseur de l'art, surtout de l'art québécois. Son père, c'est un peintre qui est devenu designer, Julien Hébert. Et il a consacré un texte extraordinaire à un peintre québécois dont personne ne parle, Rodolphe Duguay, qui est un paysagiste de Nicolette et tout. Et c'est très, très... Ce que j'essaie de montrer dans le texte, c'est que quand François, le chasseur... qui a fait sa thèse sur Malraux, qui est une sorte de combattant, très cultivé, mais un peu hétéroclite. Suivre Malraux, c'est pas facile, mais François non plus. Un peu mythomane? Oui, aussi. Et là, de passer à Duguay, qui fait ses paysages à Nicolette et tout, et qui se réconcilie avec la terre. Alors, il y a comme le passage du chasseur. Comme je dis souvent, le chasseur, qu'est-ce qu'il est? Et il est assis parce que quand tu chasses le chevreuil, tu es assis dans un arbre, puis t'attends qu'il arrive. Moi, j'ai toujours pensé, moi, j'ai jamais chassé. C'est trop violent. Moi non plus, moi aussi, je serais pas capable. Mais j'ai des amis chasseurs. J'ai fait la pêche, par contre. J'ai pêché la truite. Moi, j'ai essayé. Alors, je considère un peu, c'est la pensée de Thoreau, la chasse, la pêche, c'est un subterfuge. C'est le prétexte pour aller dans la nature et être capté par ce que j'appelle l'inconnu, le mystère, le lointain et tout, etc. Et j'imagine, François le dit presque explicitement, à un moment donné, tu oublies que tu attends le chevreuil et là, tu es pris par la beauté, par le silence et tout. Et quand il fait son texte sur Duguay, qui peint un paysage, un arbre et tout, etc., il se réconcilie en quelque sorte avec le monde. Il n'y a plus besoin d'arbalète, là. Il n'y a plus besoin de violence. Tu consens à être une partie d'un tout qui est plus grand que toi. Il y a quelque chose de mystique là-dedans. Donc, je trouve que c'est un beau parcours, c'est un être paradoxal et je l'aimais beaucoup. Et puis, j'avais comme une dette, j'ai écrit sur d'autres amis dans la dernière partie, parce que la dernière partie est essentielle. Pour combattre la violence, il faut
consentir à mourir. Il faut même rendre la mort amicale, comme dit Yourcenar. Et puis là, je cite le beau poème de Jacques Brault, qui était aussi un ami de François Hébert. C'est, à un moment donné, tu as peur de mourir peut-être, mais à un moment donné, il y a la joie de s'en aller. Ah ouais. Parce que tu passes dans quelque chose que tu as toujours voulu, d'une certaine façon, pressenti. Ouais. Donc, le texte, tu sais qu'il est inéluctable, de toute façon. Oui, et qui est inimitable. Qui est inimitable, vous dites? Inéluctable. Oui, inéluctable. Je veux dire, on sait que ça va arriver. On sait que ça va. On sait que pas... Ben, et consentir. Voilà. Moi, je dis tout le temps... Et chaque mort est inimitable, j'imagine. Ben oui. Alors, au lieu de dire que la mort va nous prendre, ben, donnons-nous à la mort. On vient de court-circuiter tout. Là. Tu vas pas me prendre. On dit la mort vient comme un voleur. Ouais. Ben, tu laisses les portes ouvertes, il peut pas te voler. Voilà. Yvon Rivard, merci. C'était un super entretien. La mort, la vie, toujours recommencer. C'est chez Le Méac. Disponible dans toutes les bonnes librairies indépendantes. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un autre livre? Mais l'autre livre... Parce qu'au début, vous dites, c'est pas facile, hein, je pense, s'arracher à la vie, puis écrire. Ben, c'est pas facile, mais en même temps, vous le faites, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Oui, voilà. Mais et surtout comme ça veut pas dire que c'est facile, parce que vous l'avez fait. Non, mais c'est pas facile, mais c'est comme, comment dire... Ça prend pas... Je sais pas comment dire... C'est comme un abandon. Il y a quelque chose. J'ai écrit ce livre-là parce que la violence est partout, comme tout le monde. Et je n'avais pas à chercher mon objet, là. Ouais, il était là. Ouais. Il était déjà là avant. Là. Comment on fait pour vivre en paix, là? Ouais. C'est quand même le but. Ouais. Mais là, c'est là. Mais comme j'alterne pour répondre à votre question. Un roman, un essai, un roman, un essai. Fait que le prochain livre, je l'ai commencé, mais... Ça, c'est plus difficile. Okay. C'est toujours plus difficile d'écrire un roman que d'écrire un essai. Parce que l'objet même du roman, même quand on a le départ ou un événement, prétexte et tout, on ne le sait pas. Et, là, je savais que j'allais écrire, puis il y avait des lectures qui nourrissaient ça. Mais un roman, tu ne le sais pas. Alors, je l'ai commencé, ça part de mon lien au chat, la mort de mes chats, parce que j'ai perdu des chats, ce qui est une expérience du deuil. Oui. Pas comparable à la mort d'un être humain. Mais c'est très fort. J'ai presque perdu un chat récemment, puis c'est une révolution dans une famille. Là. Et je vais faire un livre là-dessus, parce que aussi, ça va nous ramener probablement à ce qui était là. C'est comment je passe de l'attachement au chat que je parle, et en même temps à cette grande histoire de l'humanité qui s'en va à la dérive et tout. Comment on fait pour... Alors, ça va être le prochain livre, mais j'avais commencé il y a 5 ans. Je l'ai mis de côté parce que il y a probablement un os là, que je retarde à gruger. Mais il est là. Il est là. Yvon Rivard, merci infiniment. Puis on va se revoir. Vous revenez cycliquement à la balado. Alors... En tout cas, les 3 ans. Oui, voilà. OK, merci. Pas de drop de mic. Non, on peut drop de mic symboliquement. Voilà. Comment ça va, Claudia? Ça va très bien, mais assez occupée. De retour? De retour. Là, c'est une rentrée de feu. On rappelle que vous êtes là parce que vous êtes grassement payé. Pour venir parler. On le sait, les salaires dans le communautaire explosent. Non, au contraire. On fait juste remercier le gouvernement pour nos salaires extraordinaires. Voilà. Non, mais Claudia, l'idée, c'est que on a commencé l'an dernier, c'est que vous nous amenez des gens qui font des choses. Oui, il y a des gens qui font des actions. Pour que les choses changent. Oui, des milliers de personnes. Et là, vous nous amenez qui aujourd'hui? Là? Je vous amène Laurence Guénette, coordonnatrice de la Ligue des droits et libertés, et Jess Legault, coordonnatrice de la Fédération québécoise pour le planning des naissances. Pourquoi ces deux? D'abord, bonjour. Salut. Bonjour. Est-ce que vous êtes souvent sur les mêmes panels d'action et de... hein? On est souvent en concertation. La FQPN est membre de la Ligue des droits et libertés. La FQPN, donc, c'est un regroupement? Oui. De groupes communautaires, de membres individuels. C'est un groupement national de défense de droits en santé sexuelle et reproductive. Créé en 72, je pense. Oui, ça fait plus de 50 ans qu'on est là. Bravo. Et donc, la FQPN et la Ligue des droits et libertés sont membres du réseau québécois de l'action communautaire autonome. Voilà. On est une grosse gang. Et là, vous venez...
j'allais dire nous alarmer. Oui. Parce que là, il va y avoir ce beau projet de Constitution québécoise. Il y a la loi 103, la loi 94 et la loi C12. On a tout... Claudia, vous avez suggéré qu'on regroupe tout ça, rien de moins. Là, on est juste à l'audio, mais vous devriez avoir les visages. Oui. Déjà exaspéré, Laurence? On est plus qu'exaspérés. Honnêtement, on est abasourdi par la quantité de recul qu'on peut voir se déployer en ce moment. Des reculs au niveau des droits humains, là, surtout. Au niveau des droits et libertés, au niveau des législations, des pratiques, du discours aussi que le gouvernement en place au Québec alimente en ce moment. Ouais. On est vraiment très alarmés, en effet, puis on constate que c'est largement partagé dans le secteur communautaire, dans les différents mouvements sociaux qui font du Québec ce qu'il est de beau depuis des décennies. Là. Ouais. C'est plate parce que la semaine prochaine, là, c'est la semaine nationale de l'action communautaire autonome, du 20 au 24 octobre. D'habitude, on est là pour visibiliser, pour montrer justement tout le beau que le communautaire accomplit. Là, c'est des milliers de travailleuses, là, majoritairement des femmes. Ouais, je le renomme. Je disais travailleurs, travailleuses. Là, non. Moi, je dis travailleuses. 425 000 bénévoles. Ouais. Donc, d'habitude, c'est ça qu'on fait. On fait des rencontres politiques, on fait des sorties publiques, on invite les groupes à s'afficher fièrement avec des affiches, mais là, on est dans un contexte tellement horrifiant. Ouais. Puis c'est pour ça qu'il y a des groupes communautaires de base, entre autres dans la région de la Mauricie, qui organisent une mobilisation la semaine prochaine qui s'appelle Communautaire à bout. Donc, c'est vraiment un mouvement qui part de la base, puis c'est important. Là, on parle d'une grève? On parle d'une grève, de marche, d'actions diverses. Mauricie. Oui, allez voir leur site web. Ça commence en Mauricie. Alors, il y a du feu là-bas. Il y a du feu un peu partout au Québec, je dirais, là, mais voilà. Mais je peux te permettre, Laurence, allez-y. Mais je comprends que c'est pas beau, puis on vient de dire que ça se passe pas bien, mais la lutte, par contre, c'est beau. Hein, parce que je suis fâché à la journée longue. Mais ce que j'ai envie de dire... Je combats ce discours-là de « on peut-tu voir du beau quelque part? » Il y en a du beau, on le sait, là. C'est les luttes qui vont être belles dans les prochains temps. Là, les gens sont prêts à se mobiliser sur un paquet d'enjeux et avec une vision aussi globale. Parce que là, tu sais, si le recul, on les observe sur tous les fronts, faut pas, par exemple, qu'on aille chaque milieu protéger nos affaires de notre bord. Il y a un affront global qui est fait à nos droits et libertés. Donc, je pense, on le sent, c'est palpable, les gens sont prêts à la lutte, puis ça va être beau. Ouais. C'est important. Je veux qu'on parle de la Ligue des droits et libertés. En fait, on est une organisation fondée en 62, donc un peu plus vieille que la FQPM, mais quand même, on fait partie des vieux de la vieille. Donc, on existe depuis plus que 62 ans. On est voué à protéger et promouvoir l'ensemble des droits et libertés pour toute la population québécoise et avec un intérêt particulier un focus particulier sur les personnes les plus vulnérables en général. On a une charte des droits et libertés, là. Tout à fait. Ça? On a une charte québécoise, on a une charte canadienne, mais on a des gouvernements qui sont pas tout à fait enclins à les voir comme des outils, qui s'entêtent à nous faire croire depuis quelques années que ce sont des bâtons dans les roues, que les droits et libertés qu'on a acquis de longues luttes pendant des décennies et qu'on doit encore acquérir parce que tout n'était pas magnifique non plus. C'est pas des bâtons dans les roues, c'est des outils fondamentaux en démocratie. Donc, la Ligue, nous, on est là-dessus, puis nos luttes s'articulent pour faire le lien avec l'action communautaire autonome. On est un groupe communautaire indépendant, sans but lucratif, et on a une vie associative démocratique qui est très, très active et riche. Qu'est-ce qui vous anime dans ces projets de loi-là qui font en sorte qu'il faut faire quelque chose? J'ai envie de partir sur une piste et vous compléterez, là, mais si on regarde le projet de loi 103, quand on nous parle plus vastement de cohabitation sociale entre les personnes en situation d'itinérance ou les personnes consommatrices de substances et le reste de la population, on est beaucoup dans une perspective où il y en a qui ont moins de droits que d'autres, donc on oublie de percevoir que toutes ces personnes sont nos concitoyennes et concitoyens. Donc, on est dans une mise en opposition. La population logée, la population non logée. Quand on parle du projet de loi 94 sur la soi-disant laïcité, là, je pourrais y revenir, mais franchement, on est très loin de la laïcité. On est aussi dans la mise en opposition de la laïcité de l'État et les personnes qui la menacent. Donc, ce que le gouvernement fait en ce moment, c'est un peu aussi au niveau fédéral, mais au niveau provincial, c'est très marqué, c'est de créer, de monter l'image d'une menace à différents aspects du vivre ensemble. Il y avait la loi P38 aussi, là, qui s'apprête probablement à être réformée d'une façon dramatique. La P38, c'est la loi sur la protection des personnes qui présentent un risque pour elles-mêmes ou pour autrui. Donc, à toute fin pratique, c'est la loi qui permet aux policiers
sans qu'une infraction ait été commise, de prendre une personne puis de la mettre dans un établissement psychiatrique de force. Donc, on est à travers tous ces projets de loi, puis beaucoup des reculs des droits et libertés qu'on voit en ce moment, on a un gouvernement qui alimente une mise en opposition, qui nous fait voir une menace des uns contre les autres. On est vraiment dans cette dynamique en ce moment qui est très dommageable pour le vivre ensemble en général. C'est la même chose pour la loi sur l'intégration nationale. Donc, on a publié une lettre ouverte. La Ligue des droits aussi, vous avez été super, très proactif à ce niveau-là, où il y avait vraiment des grandes tendances assimilationnistes et que ça l'opposait vraiment, justement, là, c'est quoi la culture dominante par rapport à des cultures qui sont pas au moins, donc qui ne démontrent pas beaucoup d'ouverture. Puis là, tout le lien, parce que ça, cette loi-là, qui a été adoptée en 4, la consultation, ça a été 4 mois, ça a été déposé par le ministre Roberge, puis ça a été adopté en 4 mois seulement, donc vraiment un processus démocratique aussi très douteux. Et là, on arrive avec le PL 1, là, je pense que c'est ça, là, au niveau de la loi constitutionnelle. La mère de toutes les lois. Oui, voilà, mais son assise, c'est vraiment la loi à l'intégration à la nation québécoise. Ben, c'est là où je fais le lien avec la FQPN, parce que dans cette loi-là, dans ce projet de loi-là, c'est pas une loi encore. Une loi. Dans ce projet de loi-là, on y parle du droit à l'avortement, et là, c'est ça. Évidemment, on ne va pas décortiquer tous les ce projet de loi de constitution. Les grands médias l'ont fait. Non, mais je dis, les grands médias l'ont fait, on fera pas mieux. C'est quand même une loi importante dans son concept même, une constitution écrite sur une napkin en panique. Non, mais on comprend. Sauf que si on va de l'avant, et Jess Legault, je suis content que vous soyez là, parce que vite comme ça, on a l'impression que c'est une bonne chose de mettre le droit à l'avortement dans la Constitution. Il y a personne il y a personne qui entend cette idée-là qui, pour la première fois, qui est contre, sauf les anti-choix. Là. Donc, la première réaction, c'est toujours « enfin, on va être protégé. » Quelle bonne idée, quel beau gouvernement. Je veux entendre quelqu'un qui milite dans un regroupement féministe. Pourquoi c'est problématique? Donc, c'est vraiment contre-intuitif. Et je comprends que moi, la première fois que je l'ai entendu, j'étais pour un projet de loi pour protéger le droit à l'avortement. Mais c'est assez simple une fois qu'on a l'explication de comprendre pourquoi c'est dangereux. En ce moment, au Canada, il n'y a pas de loi du tout autour de l'avortement. Depuis 1988, il n'y a aucune loi qui gère l'avortement comme n'importe quel autre soin de santé. On n'a pas de loi qui encadre les appendectomies, il n'y a pas de loi qui encadre les chirurgies, les opérations de d'autres sortes. Donc, on n'a pas besoin de loi pour l'avortement. Laurence parlait de la Charte des droits et libertés. On est protégé à travers le droit à la vie, la santé et l'égalité des genres. Donc, on est vraiment protégé à travers la Charte canadienne. Mais en plus de ça, donc même si c'était juste ça, ça serait cool, mais on rajoute à ça 5 jugements de la Cour suprême canadienne qui viennent le protéger de jurisprudence, une jurisprudence incroyable et qui le protège de 5 côtés différents. Tout ça, je vous l'explique, puis vous l'entendez pour la première fois. OK. Simon Jolin Barrette, il l'a entendu en 2023. On a fait tout ce processus-là en 2023. Donc, il est très au courant et il l'a fait quand même. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière ça, à votre avis? Là, on brainstorm. Non, mais... J'ai des... on a des idées. On brainstorm. Un brainstorm. Là, on parle pour parler parce que moi, j'ai pas le secret des dieux. Non. Mais si j'étais une personne cynique... Je dirais qu'il y a des élections en octobre 2026. Oui. Et le gouvernement de François Legault ne va pas bien dans les sondages. Non, pas tellement. Donc, ils ont besoin d'accroches populaires dans leur projet de loi constitutionnelle, mais juste en général. La population québécoise est à 80% pro-choix. C'est des chiffres incontournables. Et comme on a dit tantôt, tout le monde pense que c'est une bonne idée avant d'avoir l'argumentaire contre des risques autour d'un projet de loi. Donc, c'est un bonbon qu'on lance. Et M. Jolin Barrette est très populaire auprès des femmes parce qu'il est propre et il est beau. Donc, on juge pas. Non, mais je pense que c'est aussi ça qui s'en va chercher. Ce genre. Et c'est vrai qu'il a fait des actions importantes auprès de la justice pour les victimes d'agressions sexuelles. Donc, on ne lui enlève pas ça.
Là, je suis pas contente parce qu'il prétend nous avoir consultés. On a eu une rencontre de 20 minutes au mois d'août et moi, j'ai l'impression que son libellé il était déjà fait. Il y a un enjeu aussi dans le projet de loi sur la Constitution et plusieurs autres lois et projets de loi qui dérogent aux chartes, donc la charte québécoise autant que la charte canadienne. En fait, ça fait des années que ce gouvernement de François Legault est en train de vider de sa substance, de charcuter la charte québécoise, d'utiliser la clause dérogatoire pour suspendre les droits et libertés au nom du collectif, au nom de valeurs collectives. Qu'est-ce qu'il y a de plus dangereux, en fait? Ou même parfois, au nom de ce qu'on a envie de voir ou pas au Québec. C'est vraiment grave. Donc, le fait qu'on nous prive de ce rempart-là, et à nouveau, le projet de loi constitutionnelle vient modifier la charte québécoise, elle va être supérieure à la charte québécoise. Donc, elle va même affaiblir, en fait, les remparts qu'on aura. Ah oui. Donc, la Constitution va être supérieure à la charte québécoise, qui est antérieure à la charte canadienne. Il faut quand même le dire. Oui, c'est 75. Plusieurs années avant, c'était une des chartes les plus progressistes au monde, issue des mouvements sociaux. Il y a plein de gens qui ont travaillé pendant des années pour en arriver à ça. Alors, après ça, quel genre de consultation sur quelques semaines on s'imagine faire pour adopter une constitution? Mais donc, ce qui arrive, c'est que regardez en ce moment comment, avec un gouvernement majoritaire qui a aucun désir de se conformer aux droits et libertés dont on s'est doté et qu'on a protégé, est capable de faire n'importe quoi. Donc là, il peut bien mettre le droit à l'avortement dans la Constitution. La Constitution va être très facile à modifier également. Donc, on se dépouillerait des remparts pour ce qui peut s'en venir dans l'avenir. Pas seulement sur le droit à l'avortement, sur plein d'autres droits et libertés. Il y a des enjeux aussi dans ce projet de loi-là, puis on est en train de l'investiguer sérieusement par rapport à l'autonomie des organismes communautaires qui reçoivent du financement de l'État, de certains ministères. C'est un choix qu'on a fait, le mouvement Action communautaire autonome, à un moment donné, parce que le milieu communautaire est un des piliers du filet social québécois, là, avec les programmes sociaux puis les services publics. C'est des petites mains. Moi, c'est des petites mains qui travaillent dans l'ombre. Voilà. Ça coûte pas très cher. Voilà, faut ça fait partie. Ça quand même. Ça fait partie de nos grands paradoxes. On en est bien consciente. Mais en même temps, cet article-là, l'article 15, là, il vient faire en sorte, là, puis on est en train de le détailler, puis les juristes, puis de voir à quel point ça pourrait museler en fait les groupes communautaires, de critiquer des politiques publiques ou des programmes ou peu importe. De contester des lois. De contester des lois juste parce qu'ils reçoivent du financement de l'État. Puis ça, là, c'est une lutte, c'est une bataille qu'on a menée, qu'on a menée pendant des années dans les années 90 pour justement faire reconnaître cette autonomie-là. C'est bien agaçant pour un gouvernement de subventionner des organismes qui peuvent être critiques à son endroit. Oui, je peux revenir sur un élément que Jess a mentionné, qui a trait en fait au fait que les oppositions ont déjà été, pas les partis d'opposition, les oppositions sociales ont déjà été exprimées, que là, Jolin Barrette a tenu une brève rencontre avec vous. Ce gouvernement, ce qu'on voit, puis là, je parle de différents domaines aussi, que ce soit la laïcité de l'État, le projet de loi 103, le projet de constitution, le projet de loi sur la santé et les services sociaux, épouvantable en 2023. Le déficit démocratique de ce gouvernement est incroyable, incommensurable. Donc, les groupes expriment des oppositions. À l'époque du PL 15 sur la santé et les services sociaux, c'était plus que 200 organisations qui s'étaient opposées publiquement. En consultation particulière, il y avait eu aussi des dizaines et des dizaines de groupes opposés à toutes sortes d'égards, adoptés sous bâillon. Il y a vraiment cette tendance à, regarde, on n'a plus notre mot à dire. Allez-vous comprendre qu'on n'a plus notre mot à dire? Il y a vraiment ce déficit est transversal, déficit de la démocratie. Est-ce que ce gouvernement-là est pire que les libéraux, par exemple? L'intensité est différente, l'attitude en consultation particulière est différente, le mépris dont font l'objet des groupes comme la Ligue des droits et libertés ou d'autres groupes aussi à l'occasion des consultations sur le PL 94, un mépris affiché alors qu'on se déplace jusqu'à Québec à 10 jours de préavis en produisant un mémoire. Donc, j'ai pas envie de... Il fait pas chaud. J'ai pas envie de comparer, mais c'est vrai que le chemin était tracé. C'est vrai que c'est plus accentué maintenant. Et il y a une chose, par exemple, que les gouvernements antérieurs n'ont pas fait, c'est de déroger comme ça aux deux chartes à plusieurs reprises. Le seul autre gouvernement provincial qui l'avait fait, c'était au début des années 80. Il dérogeait systématiquement à la charte canadienne.
Oui, mais c'était dans un geste de symbolique politique contre le Canada. Ouais, voilà. Il respectait, il ne dérogeait pas à la Charte québécoise quand il dérogeait à la canadienne. Là, on a un gouvernement qui, à plusieurs reprises dans les dernières années, a dérogé aux 2 chartes et ça, c'est nouveau. Alors, on n'a pas parlé beaucoup du fédéral. Il y a la loi C12 aussi. Oui, bien, ça bouge beaucoup en ce moment parce qu'à l'origine, c'était le projet de loi C2 qui a été déposé en juin puis qu'il y a eu des vastes mobilisations au Québec, mais aussi dans le reste du Canada. Il y a la dimension qui va faire reculer de façon drastique les droits des personnes demandeuses d'asile, qui bafouent leurs droits procéduraux, qui va les précipiter plus rapidement vers une perte de statut migratoire ou des déportations de masse. Et l'autre dimension de ce projet de loi affecte tous les Canadiens et Canadiennes, peu importe leur statut migratoire, puis c'est vraiment de faciliter la surveillance de nos données, de nos renseignements personnels. Donc, ça porte atteinte au droit à la vie privée, mais plus largement aussi, quand on parle d'activisme, de contestation sociale, ça risque d'avoir des impacts là-dessus. Et là, il y a eu la société civile du Canada tout entier qui est en train de s'organiser et de très belle façon d'ailleurs. Les groupes au Québec sont beaucoup plus en contact avec les groupes militants de tout le pays, bien sûr. Donc, quand je vous disais, voyons la beauté, la beauté. La beauté. On est en train de renouveler le fédéralisme via l'action communautaire. Oui, pour s'opposer à un projet de constitution, puis pour se militer à travers le Canada. C'est fou pareil. Hey, Jess Legault, merci d'être venue. Merci beaucoup. Laurence Guénette et Claudia Fleury-Leduc, on se retrouve dans un mois à peu près. On se retrouve dans un mois? Avec d'autres personnes qui chialent. Mais qui agissent. agissent. Les choses de se faire normalement. Mais qui se mobilisent puis qui sont pleins de solidarité. Voilà. Hey, merci. Merci à vous. Oh, attends, ça va. Oui. Debbie Lynch-White. Allô? Bonjour. Salut. Là, on est à la licorne. Ouais. Pour l'usure de nos aurores. Ouais. Ça aurait pu être l'usure de nos amours. Oui, ben il y a des gens qui se sont trompés, qui ont appelé ça l'usure de nos amours. Absolument. Première pièce? Oui. Première mise en scène? Ouais. Cela dit, en parcourant les quelques articles sur ta première pièce, tu as déjà écrit quand même. Oui, j'ai déjà écrit. J'écris depuis longtemps, sauf que j'ai jamais eu le guts de le sortir. Ouais. Fait que là, j'ai décidé d'aller au bout avec ça. Entre-temps, il y a une maîtrise. Ouais. Ça, c'est intéressant parce que on oublie qu'on peut faire des maîtrises en théâtre. Oui. J'ai même pas de bac. La formation, c'est pas juste l'interprétation. Non, absolument. Ou l'écriture. Ouais. On peut réfléchir. Absolument. Puis il y a plein de monde qui font la maîtrise en théâtre à l'UQAM sur des sujets hyper intéressants, sur toutes sortes de problématiques. Comme il y avait une fille dans ma cohorte qui travaillait sur le normatif. Ouais. Elle disait, qu'est-ce que ça révèle de notre rapport à notre identité québécoise, d'utiliser une langue qui n'existe pas. Ouais. C'est pas le français de France. C'est comme... Puis je trouvais ça tellement intéressant. Fait que, la maîtrise, je trouve, c'est un beau lieu de recherche pour ce qu'on pense être des problématiques dans notre milieu. Ouais. C'était avec Angela Conrad? Oui, Angela Conrad. On dit Angela? Angela, oui. Ah, Angela. Sur le silence. Oui, sur l'écriture du silence. Ça, c'est intéressant. Oui. Et là, les gens ne le savent pas, mais quand on se parlait avant, tu disais, quand j'ai dit ça à mon entourage, les gens ont fait quoi? Toi, tu réfléchis au silence. Ah, mais tous mes amis ont ri de moi. Ils étaient comme, toi, la gueule, t'arrêtes jamais. Mais premièrement, on est dans une époque ridiculement pas silencieuse. Bruyante, oui, absolument. On a de la misère avec le silence. Ah, absolument. Absolument. Puis avec raison, parce que le silence amène une vulnérabilité. Ouais. Amène une intimité, amène à se révéler aussi, et à soi-même et à l'autre. Tu sais, des silences partagés dans la vie, là, ça peut être très fort et très chargé. Puis c'est ce que j'ai essayé. Ou ça peut être très malaisant. Ça peut être très malaisant aussi, absolument. Mais oui, on a de la misère avec le silence, absolument. C'est drôle parce qu'avec mon amoureuse, quand on a su qu'on était en amour, c'est quand on a vécu notre... C'est ma blonde qui me dit ça. Quand j'ai vécu un moment de silence avec toi, puis c'était pas malaisant. Ouais, que t'es bien. Ça voulait dire que puis on ne pense pas à ça, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, oui. Puis on en partage, je pense, avec les gens avec qui on est très intime. On est capable d'aller dans le silence. Le sujet de la pièce... parle-nous en fait des interprètes. C'est Kim Despatie et Rosanne Derry qui jouent Justine et Elisabeth. Il y a un couple. Ouais. C'est intéressant parce qu'en entrevue aussi, tu disais que c'était important pour toi aussi. On voyait pas assez de couples de lesbiennes
on en voit plus qu'avant. On en voit plus qu'avant un peu partout, mais au théâtre, non. Est-ce qu'il y a un tabou encore? On a vu des hommes homosexuels avant des femmes. Mais moi, je pense... mon interprétation à moi, c'est que c'est symptomatique quand même d'une forme d'invisibilité que les lesbiennes vivent depuis des décennies. Puis il y a une forme de sexisme là-dedans, de misogynie, mais bon, il y a beaucoup de couches à ce débat-là, sauf que oui, je pense que en fait, c'est juste pas arrivé. Tu sais, moi, je suis la première actrice au Québec à avoir fait un coming out. Ah ouais. C'est Michel-Marc Bouchard qui m'a fait remarquer. Il dit, j'ai réfléchi, c'est qui les autres? Puis il dit, il n'y en a pas eu d'autres. Fait que ça commence. Peut-être qu'il n'y en a pas d'autres. Non, ben là, il y en a eu d'autres depuis. Ça m'étonnerait. Selon les statistiques. mais oui. Donc, c'est plus dur pour les femmes de faire leur coming out. Ben, peut-être pas plus dur. Peut-être que c'est pas toutes les femmes. Métier-là. Ah, dans ce métier-là. Qui est un métier de séduction, qui est un métier. Oui, ben je pense qu'autant pour les hommes que les femmes, ça peut être difficile parce qu'on peut vite être campé dans quelque chose, campé dans une catégorie de rôle, dans une, tu sais, je pense que les diffuseurs ont longtemps manqué d'imagination, puis je pense que ça avance, mais jamais assez vite, là. Mais je pense, par exemple, que les femmes qui font un coming out, je pense qu'on a quand même un certain privilège dans ce métier-là de pouvoir jouer beaucoup de choses, tu sais, dans le sens que des fois, j'ai l'impression que le milieu est plus sévère envers les hommes gays. Ah ouais? Je pense que j'ai l'impression qu'on les associe à un stéréotype qui est plus fort, alors que les femmes, on continue de jouer des amantes, des maîtresses, des mères, des femmes d'affaires, on dirait qu'on passe comme par-dessus. La Bolduc? La Bolduc. Est-ce que tu avais fait ton coming out avant ou après? Avant. J'ai fait mon coming out à 29, j'ai tourné la Bolduc à 31. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça, je sens. Puis après ça, je sais aussi que j'ai le privilège d'être connue, que ça a un impact dans les décisions, tu sais. Je suis consciente de tout ça. Mais oui, je pense que, en tout cas, je pense que longtemps, les femmes ont peut-être eu peur de le faire par peur de ne plus travailler, par peur d'être casées dans la lesbienne, la butch, tu sais. Mais je pense qu'avoir peur aussi pour les femmes, c'est un peu abordé. Parce que la pièce, oui, le cœur de la pièce, c'est la violence conjugale. Les apparences aussi, c'est-à-dire qu'on ne sait pas toujours ce qui se passe. Puis tu confies en entrevue que pendant l'écriture de la pièce, tu as appris que des proches vivaient ça, alors que tout le monde aurait dit, ben voyons, ça se peut pas. Absolument. Moi, je suis tombée en bas de ma chaise. Ça casse des stéréotypes. Mais il y a aussi une portion de la pièce où il y a cette réflexion-là sur les femmes, la difficulté d'avoir confiance. Sur la place qu'on veut avoir, puis qu'à la fois on nous donne pas, mais qu'à la fois on a de la misère à la prendre aussi, tu sais. Puis fait que tu sais, je suis pas en train de dire c'est tout sur les épaules des femmes cette charge-là, mais il faut comme je pense que des deux parties, il y a une part qui, tu sais, en fait c'est prouvé là, que justement des hommes vont convoiter un nouveau poste et vont même pas trop considérer s'ils cochent toutes les cases et ils vont postuler avec cette espèce de confiance-là. Puis les femmes, on se remet beaucoup en doute. On veut être sûr de cocher toutes les cases. On va pas oser. Fait que moi, je pense que ce que j'ai le goût de dire, c'est osons. Disons. Puis c'est drôle parce que moi, j'adore ça. Rosanne, pour la pièce Rosanne Derry, j'ai auditionné des actrices pour ce rôle-là. Puis ça faisait un bout que je pensais à elle, puis mais je ne l'avais pas demandé encore en audition. Tu sais, je réfléchissais encore à qui j'allais voir. Puis elle m'a écrit en faisant « Hey, moi, ta pièce, je l'ai lue. Puis sache qu'elle me fait triper raide. Puis j'aimerais vraiment ça avoir la chance d'auditionner. » Puis j'ai fait « Crime, c'est exactement ce que je dis dans la pièce. » Puis j'ai dit après, je suis comme merci de m'avoir écrit, de t'être manifesté. Faut le faire plus. Exact. Fait que, tu sais, après ça, elle a fait une audition du tonnerre, puis c'était tout à fait elle, mais je trouvais que c'était encore plus intéressant de faire « Ah, man, t'es venu le chercher pour vrai. » Puis c'est ça que je dis qu'il faut qu'on fasse. La pièce aborde des choses qui... Je ne sais pas s'il y a eu pas un backlash, mais bon, le viol conjugal. Chose qu'on
exprime ou qu'on décrit souvent dans un contexte hétérosexuel. Ouais. Est-ce que ça fait des vagues? Ou en fait, ça fait des vagues. Est-ce que ça casse une image qui n'existait pas? Je pense que non. Je pense qu'on n'a tellement pas vu de lesbiennes représentées qu'on n'a pas tant d'images de c'est quoi qui se passe dans la chambre à coucher des lesbiennes. Puis moi, en tout cas, je prends le pari que ça existe dans tous les types de relations, du viol conjugal. Ouais. Je pense que ce genre Mais de moi, je trouve ça quand même courageux de sortir de la trame narrative habituelle parce que c'est beaucoup... En fait, souvent, on dit que la colère des femmes, on la prend pas au sérieux. Ouais. Quand les femmes sont indignées, puis la violence non plus. Ouais. En fait, on pense que la violence, ça fait pas partie des non, femmes. exact. Mais non, ça en fait partie. Ouais. Puis je pense qu'il y a des dynamiques toxiques très insidieuses. Après ça, je pense quand même que dans un couple de femmes, ben on le deal différemment. Les enjeux sont différents. On n'est pas dans un rapport de toxicité genré. Ouais. Fait que nécessairement, tu sais, il n'y a pas la figure de l'homme dans l'histoire. Ouais. Mais après ça, on peut quand même constater que peut-être que certains comportements qui appartiennent à une forme de patriarcat, tout ça, sont reproduits parce qu'on vient de cette société-là aussi, tu sais. Puis on essaie de se bâtir nos modèles avec ce qu'on connaît, Ouais. tu sais. C'est drôle parce que dans la pièce, il y a pas de référence aux hommes par rapport au trauma passé, à part le personnage Elisabeth qui a des appréhensions pour sa présentation. Oui. Bon, mais on parle de la mère, qui est un personnage qu'on peut pas évoquer dans le couple. Ouais. Ça aussi, j'ai trouvé ça, de ma position de gars de 54 ans, blanc, hétéro, assez intéressant, qui change un peu de ce qu'on entend ou qu'on voit habituellement. Dans quel sens tu as trouvé ça? Souvent, ça va être le père, c'est la figure du père qui va être évoquée. Et là, c'est vraiment, tu vas ressembler à ta mère, puis non, t'as pas le droit, puis il y a une grande violence aussi. Ouais. On parle de tentatives, là, je ne veux pas trop en dire, mais bon, c'est très violent et ça va vite. Oui, c'est le non-dit absolu. Ouais. C'est ce qui fait escalader les choses souvent entre elles. C'est vraiment le sujet tabou. C'est le bouton sur lequel il ne faut pas peser, mais que quand on parle nos moyens, des fois, on pèse dessus. Puis oui, ben moi, je pense que ça se peut que des relations... je pense qu'il y a des mères toxiques aussi, là, puis des pères toxiques. Oui. Puis c'est vrai qu'en effet, on n'en parle pas beaucoup, mais je pense que surtout dans une dynamique mère-fille, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui veulent peut-être pas ressembler à leur mère ou finir comme elle ou tout ça. Puis qu'en vieillissant, des fois, tu vois que tu reproduis certains patterns comme dans des relations père-fils. Bien sûr, oui. Fait que je pense que j'avais goût d'aller là. Ouais. Le fait de faire une mise en scène et d'avoir écrit la pièce, c'est tout un... C'est une grande confiance que la licorne... parce qu'il y a quelque chose de casse-cou là-dedans. Ah, mais complètement. Ah non, c'est une immense confiance. Est-ce que parce que t'es connu? Parce que t'es une vedette? Non, moi, je pense que mon texte était bon. Oui, ça, oui. Non, mais d'avoir fait... T'avais-tu déjà touché à la mise en scène avant? Non, j'avais fait des courtes pièces un petit peu ici, à la petite licorne, mais tu sais, le temps d'une soirée. Ouais. Écoute, moi, je viens pas du théâtre, fait que je ne sais pas c'est quoi les enjeux de monter sa propre pièce versus monter celle des autres ou qu'un autre monte... mais je pense qu'il y a de tout. Moi, j'avais envie d'écrire et de mettre en scène. C'était comme, ça allait ensemble. Après ça, monter le texte de quelqu'un d'autre, ça m'intéresserait aussi. Mais pour vrai, comment c'est arrivé, c'est que moi, je jouais les glaces ici il y a quelques années et... j'étais dans ma maîtrise. Je finissais ma maîtrise. Puis Philippe Lambert, je le connais depuis longtemps. En 2012, avec ma compagnie que j'avais avec Florence Lompré à l'époque, on a fait nos premières créations ici. Je veux dire, moi, la licorne, je l'ai sur le cœur depuis que je suis au cégep. Puis là, ben, je parlais à Philippe de ma maîtrise, ça. Puis lui, il tripait sur le silence aussi. Puis un moment donné, pendant les glaces, je fais « Ah, j'ai peut-être une idée, peut-être le goût d'écrire quelque chose. » Puis il m'avait dit, ben amène-moi là si jamais c'était une V1 le fun, tu sais, je serais curieux. Fait que là, je m'en suis rappelé de ça, puis j'ai écrit, j'ai fait, hey, t'es-tu toujours intéressé? Mettons, j'ai peut-être écrit une V1. Puis il fait oui, puis tout de suite, il m'a appelé, mais moi, sincèrement, là, puis je te dis ça, là, tu sais, moi, connu, pas connu, tu sais, dans le sens... Non, je sais, c'est une boutade, là. Non, je sais, mais dans le sens, ce que je veux dire là-dessus, c'est que
moi, mettons, comme créatrice, j'ai toujours, puis comme travaillante en général, j'ai toujours beaucoup cru au bas de l'échelle, mettons. Ouais. Tu sais, puis j'ai aucun problème, moi, à commencer dans le bas, à avoir cette humilité-là de faire je sais pas trop. Puis, sincèrement, là, j'avais même pas envisagé que ça se pouvait. Puis, je sais que je te jure que c'est vrai. Ouais. Moi, j'étais sûre là, qu'il allait me dire, ouais, OK, dans Petite Licorne, puis j'allais m'associer à une jeune compagnie, j'allais remplir ma marge de crédit, j'allais pas me payer, j'allais vider mon REER, j'allais... Pour vrai, c'était ça, puis je voulais tellement voir des lesbiennes sur scène que j'étais prête à aller là. J'ai fait, je vais mettre le cash, je vais le faire, puis là, quand il m'a rencontré, il me dit, ben, j'imagine que t'aimerais ça qu'on la produise en grande salle. Puis je te jure, je l'ai regardé, j'ai fait, ben, c'est sûr, ça serait un rêve. Mais je l'ai pas vu venir. Je suis sortie, j'ai hyper ventilé dans mon char. J'étais comme, ben voyons. Puis là, il m'a dit, ben oui, on va la produire. J'étais là, ben voyons. Fait que oui, c'est une immense marque de confiance. Puis pour moi, la Licorne, c'est beaucoup ça dans mon parcours. C'est vraiment un lieu des premières chances. Tu sais. Puis après ça, ben, tu as le goût d'honorer ça. Fait que même si c'est ta première, tu fais comme, je vais y aller. Mais oui, absolument. Après ça, je veux dire, je sais pas c'est quoi le reste de sa réflexion. Mais toi, tu vas en faire d'autres? Oui, j'ai envie. Est-ce que ça... Parce que, bon, on n'a pas du tout le même parcours, mais moi, ça fait longtemps que je voulais me libérer de l'attente du téléphone. Oui. Mon Dieu, ça, je suis pareil. Fait que ce projet-là... Le podcast, c'est moi qui carre les shots. C'est tough. Mais il faut être dans l'action. C'est fragile, mais ça se peut. Ouais. Mais la liberté et le fait d'être maître de sa destinée, ça n'a pas de prix. Ouais. Puis j'ai senti dans la façon... C'est peut-être un feeling, mais de dire que t'es rendu là toi aussi, peut-être. Oui. Mais moi, je le sens, je t'avoue, j'ai toujours aimé la création. J'en fais depuis le début de ma carrière, mais... je pense que c'est l'approche de la quarantaine. Là. Oui. Puis j'ai comme un lâcher-prise. On dirait que je me dis, hey, m'en sac. Au pire, tu sais, je veux dire, j'en ai vu du pas bon théâtre aussi. Puis je me dis, ben eux se permettent d'aller là, puis ils le font. Fait qu'au pire, c'est quoi qui va arriver? Ils vont me péter la gueule, puis ils vont faire, OK, bel essai, t'es cute. C'est pas le cas du tout. Mais non, tu sais, je pense pas que c'est le cas. Mais oui, il y a une envie, je pense, de liberté, puis de prendre parole aussi. Je pense que trop longtemps, j'ai été... Parce que moi, je suis très admirative du travail de mes collègues. Je suis très bon public. Puis je suis très comme spirit, là, tu sais. Puis, au Ultimate Frisbee, je gagnais tout un prix spirit. Genre, tu sais, mon ex posait une tablette, je l'encourageais. Puis, mais je pense que très longtemps, ça a joué contre moi en me disant, wow, de toutes les voix que j'entends qui sont si fortes, qu'est-ce que la mienne va amener de plus? Je trouvais déjà que notre paysage était super. Puis j'ai fait, non, là, je pense que c'est à la maîtrise, en travaillant sur le silence, puis en consommant beaucoup de théâtre. Moi, j'en vois à chaque semaine. Puis, à force d'aller au théâtre, puis d'être insatisfaite des silences qu'on me propose, de faire comme, il était pas assez long. Je voulais qu'il dure plus longtemps. Il était, tu sais... Là, il faut avertir les gens. Il y en a des silences. Oui, il y en a. Mais pas... Au début, on voulait faire un 8 minutes, puis finalement, ça tombait un peu. On a descendu à 5, puis finalement, le 5, on l'a déconstruit un petit peu avec un petit peu d'ambiance sonore parce que fallait trouver le bon dosage. Mais il y a beaucoup de silence, Puis les comédiennes sont un peu... Il y a une liberté... de ce que j'ai compris, la façon que tu as fait la mise en scène, elles ont à le modeler, ce silence-là. Oui, absolument. Il n'est pas millimétrique, là. Non, mais il y a quelques silences qui sont contrôlés par Chloé à la régie, qui sont vraiment minutés. Mais il y a beaucoup de silences que c'est les filles qui gèrent organiquement. Sauf que ça, tu sais, j'ai fait le travail avec elles. Quelque chose que j'avais observé pendant ma maîtrise, c'est que le parcours, mettons, du silence, tu sais, moi, je le vois comme une partition, là. Fait qu'il y a les paroles, puis il y a le silence. Puis le parcours du silence, pour moi, je pense, finit par s'imprégner de la même façon que les paroles. Tu sais, à ma maîtrise, là, j'avais fait un test avec une fille, une actrice, j'y avais donné une page, c'était tout blanc, c'était écrit « Tout va bien, tout va très bien, tout va bien ». Puis j'ai donné, j'ai dit « Va debout, fais rien, t'as 12 minutes ». Puis on faisait ça, le 12 minutes à chaque fois. Puis au début, c'est moi qui l'arrêtais. Mais à un moment donné, elle s'est mise à s'arrêter d'elle-même à 12 minutes. Puis à chaque fois, c'est comme le 12 minutes, elle le ressentait. Elle savait, là, elle comprenait le parcours. Comme quand
quand on apprend un texte de théâtre, puis qu'on connaît le parcours, la mise en place, on finit par toujours prendre notre verre sur la même ligne, puis tu sais. Mais je pense vraiment que le silence s'inscrit de la même façon, mais faut y donner le temps, tu sais. Fait qu'en répète, justement, à force de le faire. Puis dans le texte, j'écris avec beaucoup d'espace blanc. Tu sais, j'écris pas de temps, silence. Hein? J'écris avec beaucoup d'espace blanc pour, justement, c'est des formes de durée, tu sais. Je me dis, mais je leur fais confiance. Je suis comme, tu vois que celui-là, il est un peu moins long. Fait que, tu sais, ta réattaque est comme, est plus rapide. Celui-là, laisse-le respirer un peu. Puis des fois, après ça, on ajustait, tu sais. Puis encore là, tu sais, c'est arrivé la semaine passée, à un moment donné, que j'ai fait, celui-là, un petit peu trop long. Parce que tu le sens quand ça tombe. Puis tu fais, mais les filles sont vraiment rendues bonnes. Là. J'ai cru comprendre en installant le micro avant qu'on enregistre que la fin a changé. Oui. Là, on ne dira pas la fin. Non, mais... Parce que... elle a beaucoup... En fait, je vais attendre que les gens voient la fin. Après ça, écrivez-moi pour qu'on en discute parce que moi, j'étais un peu... j'étais fâché. Ah, je sais. Plein de gens sont fâchés. On ne dira pas pourquoi exactement. Oui, mais je comprends ta colère. Puis... Mais en fait, ça m'oblige à réfléchir autrement les dynamiques de violence conjugale dans un contexte lesbien, peut-être. Oui, mais je pense dans un contexte de personnes qui... En fait, cette fin-là, là, je vais lancer une bombe avant de finir. Cette fin-là, dans une pièce qui met en scène un couple hétéro, je me demande si on pourrait présenter ça. Ah ouais? Je vais jusque-là. Mais moi, je pense qu'on pourrait. Oui, on pourrait. Mais que ça ferait jaser. Ça ferait jaser. Oui, c'est ça. Oui, on pourrait, on peut tout faire. Là. Mais parce que un cycle de violence puis une relation toxique qui ravale constamment les gens, il y a quelque chose là qui est vrai pour tout le monde. Non, c'est ça. Puis, c'est ça. C'est parce que j'aurais aimé ça. On a le goût que les deux s'en sortent. Que ça le calme mieux, les deux. Mais on se dit, il leur manque une couple de thérapie encore. Mais... Fait que, tu sais, on le dit sans le dire, mais... venez voir la pièce. Faut venir voir la pièce pour être fâché. Oui, ou pas. Non, puis c'est correct d'être fâché parce que c'est... J'adore ça, moi. Oui, puis parce que faut plus que ça... Tu sais, faut en parler, justement, de ça. Puis... merci, merci chouette. à toi. La pièce est à l'affiche jusqu'au 15 novembre. Oui. Est-ce que ça s'en va en tournée? Non, pour l'instant, c'est sûr? Oui, pour l'instant, on est à la licorne. Elle joue 6 semaines, là. Fait qu'ils ont vraiment... Les gens ont vraiment le temps. C'est possible. On verra. Mais peut-être ça prend une autre forme. Peut-être ça pourrait prendre une autre forme aussi. Voir des lesbiennes sur scène, je pense que tout le Québec en a besoin. Ah oui, non, ça, je suis sûr. Moi, s'ils me disent on va tourner, je vais être bien contente. On lance l'invitation. On lance ça. Merci. Merci. Alors voilà ce qui conclut donc cet épisode. Là, je dis pas le numéro parce que j'en ai enregistré 2 en même temps. Puis j'attendais des confirmations. C'était pas clair quel des 2 épisodes par rapport à la semaine dernière. Donc voilà. C'est pour ça que je dis pas. Alors voilà ce qui conclut ce 8e, ce 6e, ce 5e épisode. Mais il conclut quand même. Donc, il se termine cet épisode. Merci à Yvon Rivard encore une fois. Puis là, on a fermé le micro, puis là, on s'est mis à parler d'amitié parce qu'il m'a remis un autre de ses essais, je pense une réédition en poche sur l'amitié. Puis ça aussi, c'est un autre sujet qui, je pense, vaudrait la peine d'être abordé à la balado. Notre rapport à l'amitié en vieillissant, est-ce qu'il se transforme? Est-ce qu'il change? Puis c'est des questions qui m'habitent et avec quelqu'un comme Yvon Rivard, qui est plus vieux que moi, qui est mon aîné, donc qui a réfléchi plusieurs années pendant que moi, je me biberonnais au Café Campus avec de la bière trop forte probablement, c'est le genre de personne avec qui j'aurais envie de réfléchir sur l'amitié. Merci bien sûr à Claudia Fioré-Leduc qui nous amène toujours des gens vraiment intéressants. Merci à Jess Legault. Merci à Laurence Guenette. On va suivre évidemment l'élaboration de cette constitution. Je ne sais pas si on va la voir dans les prochains mois, si on va se rendre à son élaboration finale. Mais il y a beaucoup de signaux inquiétants. Puis je le sais qu'avec Louis-Philippe Lampron, on s'est échangé des courriels. Mais Louis-Philippe, on l'a entendu se prononcer récemment. Mais je vais prendre le temps avec lui, c'est certain, de
réfléchir à tout ça, mais ça va vraiment nous occuper. Ça doit, en fait, nous occuper collectivement, cette réflexion. Donc, merci à ces 3 femmes d'être venues nous en parler. Puis merci à Debbie Lynch White, sa générosité. Elle est revenue à la Licorne pour me donner cette entrevue. On va voir, bien sûr, sa pièce qui est en vedette à la Licorne, qui est à l'affiche jusqu'au 15 novembre. Il reste des billets, bien sûr. Il y aura peut-être des prolongations, mais je ne sais pas pour l'instant. Mais attendez pas. Allez voir la pièce. Voilà. Alors, on va terminer la musique avec... J'avais une première idée, mais je me suis rendu compte en consultant mon petit fichier des chansons diffusées que j'avais déjà mis Le Grand Pan de Georges Brassens. Avec Yvon Rivard, on parlait de l'idée de Dieu, de monothéisme versus les religions archaïques. Et pendant que je faisais l'entrevue, je pensais au Grand Pan parce que dans la chanson de Brassens, dans le refrain, il rappelle comment, quand on a décidé de faire le ménage du firmament, c'était pas nécessairement une bonne idée parce qu'on a perdu beaucoup de magie, mais en même temps, c'est ça qui est arrivé. La science, la rationalité a pris le pas. Et à la fin, Brassens rappelle, puis c'est Jésus qui parle, qui dit que la fin du monde sera bien triste. Vous irez la réécouter, mais comme je l'ai déjà diffusée, ça ne me tentait pas de la remettre. Alors, j'ai plutôt pensé à mettre une chanson des Charbonniers de l'Enfer parce que je m'en vais les voir bientôt en spectacle au Théâtre d'Outremont, c'est au mois de novembre. J'amène Miville, ma blonde puis Miville. Fait que le petit Miville va voir les Charbonniers de l'Enfer parce que ce sera la dernière tournée. Ils l'ont déjà annoncé. Il y a un membre qui est décédé il y a quelques années. Alors, ils seront en tournée mondiale d'adieu. Fait que si jamais vous êtes capable d'aller les voir, allez-y parce que pour vrai, moi, c'est la 6e fois, je pense, que je les vois. Peut-être même la 7e. C'est extraordinaire. Les Charbonniers de l'Enfer en spectacle. Alors, c'est tiré de leur album Wow, qui est sorti en 2003. C'est la chanson Il n'y a qu'un seul Dieu. Ce qu'Yvon Rivard considère comme étant une mauvaise chose, le monothéisme, eh bien, les Charbonniers de l'Enfer l'ont chanté, le monothéisme. Alors voilà, c'est ce qui termine cet épisode et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine tout le monde. Puis replongez dans votre éducation. Non, je fais des blagues. Je vais dire replongez dans votre éducation religieuse. Ceux qui l'ont eu, comme moi, ben, on peut pas s'en détacher comme ça. Puis je suis pas nostalgique, je veux pas y revenir, là. Mais c'est drôle parce qu'avec ma blonde, comme je le disais, Yvon Rivard, on a des discussions parce qu'elle est tellement pas là-dedans. Elle a vraiment eu... je pense qu'elle n'est même pas baptisée. Carrément. Moi, je le suis, mais tu sais, je vais plus à l'église. Mais ça reste comme un héritage. Ne vous inquiétez pas, là, j'ai pas pris ma carte de membre de la CAQ ou du PQ, puis je suis pas nostalgique de notre héritage catholique. Je suis pas dans la Nouvelle Alliance, mais reste que je repense à ça des fois en vieillissant. Ce qui en reste, ce qui va... Tu sais, quand on vieillit, on s'approche de la mort. Donc forcément, ces choses-là, on y pense. Mais je suis pas prêt de mourir. Voilà. Désolé pour ceux qui sont tannés de m'entendre. Je ne suis pas prêt de mourir. Mais une chose que je sais, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Bonne semaine tout le monde. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Dis-moi pourquoi deux, dis-moi pourquoi deux. Dis-moi pourquoi deux, dis-moi pourquoi deux. Deux testaments. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Dis-moi pourquoi trois, dis-moi pourquoi trois. Dis-moi pourquoi trois, dis-moi pourquoi trois. Toi, patriote, deux testaments. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Dis-moi pourquoi quatre, dis-moi pourquoi quatre. Dis-moi pourquoi quatre, dis-moi pourquoi quatre. Quatre évangélistes, trois patriotes, deux testaments. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Dis-moi pourquoi cinq, dis-moi pourquoi cinq. Dis-moi pourquoi cinq, dis-moi pourquoi cinq. Du vin de Moïse, quatre évangélistes, trois patriotes, deux testaments. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Dis-moi pourquoi six, dis-moi pourquoi six. Dis-moi pourquoi six, dis-moi pourquoi six. Six urnes remplies du vin de Wiss 5. Du vin de Moïse, quatre évangélistes, trois patriotes, deux testaments. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Dis-moi pourquoi sept, dis-moi pourquoi sept. Dis-moi pourquoi sept, dis-moi pourquoi sept. Sept sacrements, six urnes
remplis du vin de Louis V, du vin de Moïse, 4 évangélistes, 3 patriotes, 2 testaments. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Dis-moi pourquoi 8, dis-moi pourquoi 8. Dis-moi pourquoi 8, dis-moi pourquoi 8. 8 béatitudes, 7 sacrements, 6 urnes remplies du vin de Louis V, du vin de Moïse, 4 évangélistes, 3 patriotes, 2 testaments. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Dis-moi pourquoi 9, dis-moi pourquoi 9. Dis-moi pourquoi 9, dis-moi pourquoi 9. 9 cœurs des anges, 8 béatitudes, 7 sacrements, 6 urnes remplies du vin de Louis V, du vin de Moïse, 4 évangélistes, 3 patriotes, 2 testaments. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Dis-moi pourquoi 10, dis-moi pourquoi 10. Dis-moi pourquoi 10, dis-moi pourquoi 10. 10 commandements, 9 cœurs des anges, 8 béatitudes, 7 sacrements, 6 urnes remplies du vin de Louis V, du vin de Moïse, 4 évangélistes, 3 patriotes, 2 testaments. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Dis-moi pourquoi 11, dis-moi pourquoi 11. Dis-moi pourquoi 11, dis-moi pourquoi 11. 11 mille vierges, 10 commandements, 9 cœurs des anges, 8 béatitudes, 7 sacrements, 6 urnes remplies du vin de Louis V, du vin de Moïse, 4 évangélistes, 3 patriotes, 2 testaments. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Dis-moi pourquoi 12, dis-moi pourquoi 12. Dis-moi pourquoi 12, dis-moi pourquoi 12. Les 12 apôtres, 11 mille vierges, 10 commandements, 9 cœurs des anges, 8 béatitudes, 7 sacrements, 6 urnes remplies du vin de Louis V, du vin de Moïse, 4 évangélistes, 3 patriotes, 2 testaments. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux.